Il y a quelques jours, dans la faible lumière de la lune, cet événement a eu lieu. La rosée scintillait en milliers de gouttes, recouvrant l'herbe. La fille s'est retrouvée sur le terrain contre sa volonté. L'anxiété grandissait en elle, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Le silence de la nuit était interrompu par des coups sourds de métal résonnant dans l'air. Une silhouette encapuchonnée émergea de l'obscurité, émettant une énergie sombre. Son épée scintillait dans la semi-obscurité. Deux hommes en uniforme militaire préparés pour la bataille. Les soldats ont bloqué le chemin de l'ennemi en couvrant deux femmes. Ils chuchotaient entre eux à propos d'un certain Quat. Les dames se sont éloignées plus près de l'abri. Le nombre d'attaquants a augmenté. Les cavaliers masqués avançaient, tandis que l'infanterie tenait désespérément bon. Le grondement des sabots se mêlait au cliquetis des lames. Le commandant donna l'ordre de battre en retraite. Mais à ce moment précis, l'acier froid d'une épée traversa sa poitrine, coupant son dernier ordre. La fille en tenue légère tremblait de peur. Elle a vu la bagarre mais n'a pas compris ce qui se passait, et s'est retournée vers sa nounou à la recherche d'une réponse. À ce moment-là, on entendit le bruit de sabots qui s'approchaient. Un cavalier armé d'une arme ensanglantée s'avança vers eux au galop. Le clair de lune accentuait son apparence sombre. Son corps tremblait involontairement. Des histoires à son sujet me sont revenues à l'esprit. Nazar Quat, Nazar, yeux bleus, Quat, loup. Ces deux mots semblaient inquiétants. Alors qu'elle rencontrait ces célèbres yeux bleus, elle réalisa soudain quelque chose d'important qui lui avait jusqu'alors échappé. La femme a insisté pour éloigner la jeune fille en l'appelant par son nom, mais elle ne pouvait pas détacher ses yeux du cavalier. Elle a réalisé qu'elle ne pourrait plus jamais s'échapper. Son esprit lui disait une chose, mais son instinct lui disait le contraire. Le cavalier s'est précipité en avant. La fille et sa nounou ont essayé de se cacher dans la forêt dense, mais le cavalier a facilement raccourci la distance entre elles. Elle a essayé de repenser aux événements. Si elle n'avait pas fait un certain choix ce jour-là, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Une voiture tirée par 4 chevaux blancs avançait lentement sur une route entourée de verdure. Sa riche décoration témoigne des origines nobles de ses propriétaires. Une jeune fille en vêtements élégants est apparue derrière le rideau. Elle admirait le paysage, incitant avec enthousiasme son compagnon à admirer ce spectacle. De légères boucles encadraient son visage, ajoutant une douceur à ses traits enfantins. D'immenses yeux émeraudes reflétaient l'innocence. C'était Rosetta Willard Fox, et aujourd'hui elle était libre. Les paysages aperçus pour la première fois à travers la fenêtre du wagon étaient à couper le souffle. Un sentiment de liberté l'envahit, provoquant un plaisir qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Fermant les yeux et posant sa tête sur sa paume, elle appréciait la fraîcheur de l'air et l'odeur de l'herbe qui remplissait ses poumons. 4 chevaux tiraient doucement la voiture le long de la route. La jeune fille était enfin libérée de tout ce qui la liait et la limitait auparavant. Depuis son enfance, on lui a appris la même chose. Son père lui a assuré que Rosetta n'avait aucune obligation de s'inquiéter de quoi que ce soit, que son devoir était seulement de préserver sa dignité. Il a assuré qu'il s'occuperait de tout le reste lui-même. Cependant, elle rêvait d'être comme son frère et sa sœur, voulant elle aussi trouver son destin. Son père lui assura que le temps viendrait où elle trouverait quelque chose à faire. Mais il croyait que c'était encore trop tôt. Il a simplement rejeté gentiment ses protestations. Le royaume du renard, protégé des monstres, était considéré comme une terre sacrée, et l'homme qui dirigeait cet État était son père. Sous ses soins, elle vécut dans l'abondance. Le palais, les serviteurs, les meilleurs professeurs, les robes exquises et l'amour parental ont rempli sa vie. Mais tout cela n'était pas vraiment ce qu'elle souhaitait. Sa sœur aînée, ayant montré très tôt des talents en politique et en magie, devint l'héritière. Son frère, ayant réussi à l'escrime, devint à l'âge de 20 ans le chef de l'ordre de chevalerie. En voyant leur réalisation, elle aussi aspirait à quelque chose de plus. Cependant, son destin a tourné différemment. Pendant le thé, ses parents ont annoncé qu'elle allait épouser M. Issei. Elle tressaillit de surprise. Le roi, souriant mais avec de la tristesse dans les yeux, déclara qu'elle était en âge de se marier. À ce moment-là, une pensée lui traversa l'esprit. Si elle avait eu les talents de son frère et de sa sœur, peut-être qu'elle aurait eu un chemin différent. Quand ce voyage sera terminé, elle devra se marier. La voiture tanguait doucement, et la jeune fille, fatiguée d'admirer le paysage, baissait la tête et se plongeait dans ses pensées. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait rien changer. La seule chose qui lui reste, c'est le voyage. Elle voulait donc tout expérimenter pour ne pas avoir de regrets. La roue du chariot a soudainement sauté sur une pierre et le compagnon âgé de la jeune fille a été touché. Elle avait déjà du mal avec le voyage.
La fille lui a suggéré de sortir pour prendre l'air. Elle se sentait malade et sa tête se fendait. À mesure qu'elle grandissait, ses voyages devenaient un fardeau pour elle. Il lui semblait que si elle attendait encore un peu, elle perdrait tout simplement connaissance. La princesse lui reprocha son insistance. Elle m'avait prévenu que le voyage serait difficile, mais la nounou elle-même a insisté pour l'accompagner. La femme a tenté de se justifier en expliquant que les changements d'itinéraire étaient inattendus et que le voyage était donc plus difficile pour elle que prévu. La jeune fille a dit qu'au début, leur chemin ne passait pas par la mer. Elle rêvait depuis longtemps de le voir, et cette route lui en offrait l'opportunité. La femme essuya la sueur de son front avec un mouchoir. Elle pensait qu'ils auraient dû être plus prudents, puisque leur voyage les avait amenés à cet endroit. La princesse était surprise. Elle a rappelé que les terres basques sont depuis longtemps sous le contrôle du royaume, et qu'il n'y a rien à craindre ici. Cependant, la nounou continuait à soupirer et à secouer la tête. La jeune fille ne pouvait pas comprendre ce qui inquiétait tant son compagnon, car il n'y avait aucun signe alarmant. Un cavalier accompagnant la princesse s'approchait rapidement de la voiture. Elle le salua, attendant ses paroles. Le garçon a respectueusement demandé à Madame Rosetta quels étaient ses ordres, et si elle avait besoin d'aide sur la route. Elle a rapporté que l'état de sa nounou était pire que prévu, et lui a demandé s'il avait des médicaments avec lui. Il a répondu qu'ils avaient été donnés avant le départ. La femme secoua la tête avec incrédulité. Elle considérait le chevalier comme un sournois et disait que ce remède ne l'aidait pas. Il a rappelé qu'il n'était pas médecin. Allen a expliqué qu'elle l'avait bu au mauvais moment. Il a averti qu'il ne fallait pas le prendre à jeun. La femme s'est simplement détournée avec colère. La nounou était indignée que la raison soit si insignifiante. Elle a serré le poing, l'accusant d'être rusé, et il a insisté sur le fait que tout était dans les instructions. Son irritation grandissait. Elle n'aimait pas qu'on lui fasse la leçon. La princesse savait qu'il était temps de mettre fin à cette dispute avant qu'elle n'aille trop loin. La fille a suggéré d'arrêter la voiture un moment pour se dégourdir les jambes, marcher et donner à la nounou une chance de reprendre son souffle. Le cocher gardait les chevaux sur le rivage. Pendant que les serviteurs inspectèrent la voiture, la princesse et sa nourrice se dirigèrent vers l'eau, profitant de la fraîcheur. La fille avait l'air heureuse. Elle a demandé à sa compagne en souriant si elle se sentait mieux après être sortie. La nounou hocha la tête, confirmant qu'elle se sentait mieux. Mais elle se plaignait toujours que ses voyages étaient trop durs pour elle. La princesse lui rappela qu'elle l'avait prévenue à l'avance. Elle demanda alors pensivement si la nounou était partie, craignant qu'elle ne s'échappe. La femme soupira en disant que c'était possible. Après tout, la jeune fille n'avait aucune envie de se marier et aurait pu planifier quelque chose d'imprévisible. Mais la princesse a assuré qu'elle avait déjà pris sa décision et qu'elle n'allait pas laisser tomber son père. Elle savait que le mariage aurait lieu après son retour. La nounou était ravie de ses paroles. Elle se sentait même mieux. Elle était convaincue que M. Isel deviendrait un mari attentionné et aimant. L'héritier de la famille ducale hellénique, Isel Scallion, n'était pas seulement noble mais aussi noble, avec une apparence agréable et un caractère gentil. La nounou a assuré que si elle était la princesse, elle n'hésiterait pas. Après tout, il aurait été difficile de trouver un meilleur époux pour elle. Il ne servait à rien de discuter avec elle. Puis la femme devint soudain triste. Elle ne comprenait pas pourquoi la fille avait besoin de ce voyage à ce moment-là. Mais la princesse savait qu'elle ne la comprendrait pas. Elle pensait qu'il était injuste que son frère et sa sœur soient autorisés à choisir leur propre chemin, alors qu'on ne lui assignait qu'un seul rôle, auquel elle ne pouvait s'opposer. La nounou remarqua sa mélancolie. Elle prit doucement les mains de la fille, comprenant maintenant pourquoi elle était si inquiète pour son sort. La femme la consola en lui expliquant que pour les parents, les enfants resteront toujours petits et que les plus jeunes sont plus pris en charge que les plus grands. La princesse remarqua que la nounou était devenue plus animée. Elle sourit, réalisant qu'elle se sentait mieux, et suggéra qu'il retourne lentement à la voiture. L'eau près du rivage a commencé à trembler. La fille fut la première à le remarquer. Bientôt, une cavalière apparut au loin, se précipitant vers eux à une vitesse incroyable. La princesse fronça les sourcils. Apparemment, le cavalier se dirigeait spécifiquement vers eux. Elle criait quelque chose de loin. La nounou a demandé à la fille si elle comprenait quelle langue parlait le cavalier. La princesse écoutait, essayant de comprendre les mots. Ce n'est qu'à ce moment-là que la princesse remarqua que le cavalier s'était avéré être une femme. Elle a été surprise par son courage et son habileté à monter à cheval. Une lueur d'admiration brillait dans ses yeux. Elle n'avait aucune idée que les femmes pouvaient manipuler un cheval avec une telle confiance. Le cavalier cria fort « Courez !»
Son cheval battait ses sabots en rythme sur la route, et ses longs cheveux, rassemblés en queue de cheval, flottaient au vent. Soudain, un son long et prolongé « chut » se fit entendre. Bientôt, tout le monde vit un énorme monstre ressemblant à un serpent. 4 yeux écarlates brillaient, et des écailles de nacre reflétaient la lumière. Le vent a soudainement emporté le chapeau de la princesse. Elle se pencha, essayant de le ramasser, inconsciente de ce qui se passait autour d'elle. Haleine a averti bruyamment la dame, l'exhortant à être prudente et prudente. Le danger était trop proche. En entendant le cri du cavalier, Haleine a immédiatement reconnu la langue. Mais ce n'est qu'après avoir vu la créature qu'il a compris quel avertissement elle essayait de transmettre. Le monstre se dressait au-dessus de la princesse et de son compagnon. Ce énorme croc courbé était rempli de poison, prêt à percer sa proie. La fille était paralysée par la peur. Toute sa vie s'était déroulée sans souci et, pour la première fois, elle devait faire face à une menace mortelle. L'idée qu'elle ne reviendrait jamais chez elle l'accablait. La cavalière s'approcha, cabrant son cheval, prête à charger. Un coup précis et puissant frappa le monstre en pleine tête. Du sang jaillit de la blessure et le monstre poussa un cri de douleur perçant. La fille sauta de son cheval et atterrit sur le rivage. En se retournant, elle vit une énorme ombre dans l'eau, un autre monstre. Ce n'est que maintenant que les chevaliers réussirent à atteindre la princesse. Ils lui ont demandé avec inquiétude si elle allait bien. Haleine examina attentivement la fille, s'assurant qu'elle n'était pas blessée. Il a compris à quel point la situation était grave. Cependant, quelque chose n'allait pas avec le cavalier. Elle s'assit par terre, sentant sa jambe, clairement douloureuse. Elle avait du mal à bouger son tibia. Mais malgré tous ses efforts, la douleur ne disparaissait pas. La princesse s'approcha, inquiète. Elle se souvenait de la cavalière galopant en criant des mots dans une langue inconnue. Maintenant, elle voulait savoir d'où elle venait. La fille a dit que tout le monde ici parle latin. Elle se demandait pourquoi le monstre était apparu, puisque les locaux évitaient de tels endroits. Elle a expliqué que des créatures dangereuses vivent dans ce lac, donc personne d'ici n'ose s'en approcher. Ce n'est qu'à ce moment-là que la princesse réalisa que les monstres étaient réels. Ses mains se serrèrent en poing de peur et de prise de conscience de l'inévitable. Elle a lu dans les livres que des monstres apparaissaient partout sur le continent. Mais ils n'ont jamais été retrouvés sur les terres sacrées. Les chevaliers qui s'approchaient se présentèrent. Ils se reprochèrent de ne pas être arrivés à temps et remercièrent le cavalier d'avoir sauvé leur maîtresse. La princesse a dit qu'elle devait la remercier. Remarquant la blessure, elle lui a demandé comment elle se sentait. La fille a essayé de se lever, mais elle boitait visiblement. Elle pensait qu'elle s'était peut-être disloqué la cheville. Haleine a proposé d'examiner sa jambe, affirmant qu'il savait comment traiter ce genre de blessure. Le cavalier a accepté, à condition que cela ne lui cause aucun problème. Elle s'assit sur une chaise moelleuse du carrosse, permettant au chevalier de l'examiner. Haleine a soigneusement examiné la jambe blessée, concluant qu'il y avait probablement une petite fissure. La femme lui a demandé, incrédule, à quel point il était sûr de son diagnostic. Haleine lui assura avec un sourire qu'il en était complètement sûr. Après tout, si quelque chose arrivait à la dame, tout le monde serait confronté à une punition sévère. Mais Rosetta ne le laissa pas finir. Elle couvrit sa bouche avec sa main, lui rappelant l'accord. Pendant qu'ils voyageaient, personne ne devait savoir qu'elle était une princesse. Les dames étaient assises dans la voiture. Le chevalier roulait à leur côté. Le cavalier le remercia, incapable de trouver les mots pour exprimer sa gratitude. La princesse a insisté sur le fait qu'elle devait simplement aider, car c'était à cause d'eux que la fille avait été blessée. La brune remarqua qu'il était déjà tard et les invita à passer la nuit chez elle. La princesse remarqua qu'ils avaient déjà fait beaucoup pour elle, et demanda si une telle demande ne serait pas trop audacieuse. Mais on lui a dit que pour des invités venus de loin, c'était tout à fait acceptable. La fille a prévenu qu'il pourrait y avoir un peu de bruit la nuit. Si cela ne devient pas un problème pour eux, alors tout va bien. Il y avait une note de tristesse dans sa voix. La princesse a précisé exactement ce qui était censé se passer cette nuit-là. Il s'est avéré qu'une célébration de mariage devait avoir lieu ce soir-là. L'invité a expliqué que dans leur tribu, il est de coutume d'organiser des mariages la nuit. Elle s'est excusée de les avoir rencontrés si tard. Elle s'est présentée comme Rosie. Elle a ensuite avoué que son père était le chef de la tribu basque. Ces mots surprirent grandement Rosetta, car elle ne s'attendait pas à entendre une telle chose. Ces terres appartiennent depuis longtemps aux Adrènes. Au fil du temps, ils ont été divisés en différentes tribus, qui ont conservé leurs propres traditions. Au nord vivaient les Coates, à l'ouest les Croix et à l'est les Basques. Ces derniers prêtaient allégeance au royaume et étaient considérés comme les plus puissants.
Rosetta a demandé à la nounou si la capitale était trop loin de ces endroits. Après tout, la route jusqu'ici était difficile. Rosie hocha simplement la tête en signe d'accord. Elle a expliqué qu'elle était partie sur le terrain en raison d'un mariage à venir. C'était une vieille tradition d'organiser la cérémonie en plein air. La jeune fille supposait que tout le monde dans le camp s'inquiétait désormais de sa disparition. Elle est sortie un court instant, mais elle a été retardée et s'est blessée à la jambe. La princesse s'est rendue compte qu'ils avaient causé la blessure de la mariée et cherchait maintenant un moyen de sortir de la situation. Rosie a soudainement admis qu'elle ne voulait pas vraiment se marier. Cette confession a surpris l'auditoire. Elle a ajouté que son fiancé avait 30 ans de plus qu'elle. C'est pourquoi elle a décidé de s'échapper en sautant sur un cheval. La jeune fille a déclaré que ce mariage avait été conclu pour renforcer la position de la tribu. Il fallait former le syndicat. Mais après la mort du chef des Croix, la décision fut prise à la hâte. Personne n'a même pris en compte son avis sur cette question. La princesse réfléchit. Un mariage non désiré les a rendus semblables. Elle sentait que leur destin avait quelque chose en commun. Rosie s'est excusée d'avoir autant parlé. Elle a invité Rosetta à lui parler un peu d'elle, si cela ne la dérangeait pas. La jeune fille a donné son vrai nom et a dit qu'elle se dirigeait vers la mer pour aider son père dans le commerce. La nounou frissonna en entendant cela. La brune a félicité sa nouvelle connaissance pour son dévouement envers sa famille. La nounou essuya sa sueur avec soulagement, heureuse que la fille ait utilisé une identité fictive. Soudain, des bruits forts, comme des explosions ou des coups de feu, ont été entendus au loin. Tout le monde se figea, écoutant le bruit de la nuit. Un jeune homme est sorti en courant de la tente. La première chose qu'il remarqua fut Rosie, et son expression montra que son apparition avait été une surprise. Allen descendit et les dames sortirent de la voiture. Il les conduisit dans un endroit sûr où ils pouvaient se reposer. Le jeune homme était inquiet. Il a dit qu'il la cherchait depuis longtemps et qu'il commençait déjà à craindre qu'il lui soit arrivé quelque chose de mal. Mais la jeune fille a assuré que quelque chose s'était réellement passé. Elle boitait sensiblement alors qu'elle marchait vers son père. Le chef l'a accueillie avec colère. Il a crié d'indignation face à son action, puis, sans se soucier des étrangers, l'a frappée au cou. La princesse et ses compagnes furent choquées par un tel traitement envers la jeune fille, mais personne n'osa intervenir. Le chef a continué à crier, exigeant une explication sur la raison pour laquelle elle était revenue dans un tel état. Rosie, toujours assise par terre, demanda pardon. Son père n'a pas accepté ses excuses. Il l'a accusée d'avoir détruit toute leur nation par ses actions. Il exigea une explication, ne comprenant pas pourquoi elle avait décidé de mettre en péril l'alliance matrimoniale des tribus. Allen n'en pouvait plus et demanda à l'homme d'arrêter. Il considérait comme injuste que le père n'essaie même pas d'écouter sa fille. Rosetta est également intervenue. Elle a admis sa culpabilité et Allen a aidé Rosie à se relever, la soutenant pour qu'elle puisse marcher. Le chef se tenait entouré de ses hommes, les yeux plissés de colère. Devant lui, pleine de détermination, se tenait seule la princesse. L'homme a demandé qui elle était. D'après ses vêtements, il comprit immédiatement qu'elle n'était pas du coin. La fille répondit qu'ils étaient des voyageurs du royaume du renard. Elle a expliqué que sa fille avait été blessée en la sauvant. Le chef a été surpris d'entendre parler du bandage. Il savait que Rosie ne pourrait pas monter à cheval dans son état. Allen a discrètement dit à la princesse qu'il semblait que les vieilles traditions étaient toujours respectées ici, y compris l'enlèvement de la mariée. Cette coutume a été interdite, mais elle existait toujours dans ces terres. Le marié négociait avec la famille de la mariée et l'emmenait ensuite. Maintenant, il est devenu clair quel problème ils ont créé. Le chef et ses hommes regardèrent avec méfiance les invités indésirables. La princesse a demandé s'il était possible de négocier un report du mariage en raison de la blessure de la mariée. L'homme a catégoriquement refusé. Il a dit à sa fille qu'elle devrait s'expliquer devant toute la tribu. Rosie accepta tranquillement. La princesse s'approcha d'elle et lui demanda comment elle se sentait après ce qu'elle avait vécu. Une fois dans la pièce, Rosetta a demandé si le mariage pouvait être annulé. Mais Rosie a expliqué que cela éveillerait les soupçons. Elle a dit que le marié était de la tribu Krua. Ils ne font confiance à personne d'autre qu'à leurs alliés. Si le mariage échoue, ils feront probablement équipe avec les Quat. Et leur chef est celui qui mérite vraiment d'être craint. La princesse réalisa que la tribu Quat était encore plus redoutable que le puissant royaume. Tout le monde savait que ce territoire était depuis longtemps sous le contrôle de l'État le plus puissant. C'est pour ça qu'on parle latin ici. Cependant, à l'autre bout du continent, un nouvel État est apparu, gagnant rapidement en puissance. Contrairement aux féroces Katana, ces gens étaient encore plus résistants, plus impitoyables et intrépides au combat. Le royaume leur confia donc la garde des frontières.
Leurs tactiques impitoyables en faisaient des guerriers idéaux. La tribu Quat est devenue de plus en plus puissante. Leur chef rassemblait une armée qui avait déjà vaincu les ennemis les plus dangereux. Le nom de Nazar Quat était connu même du chevalier. Mais Rosie a dit que tout le monde l'appelait le loup aux yeux bleus. Le jeune homme avait un regard froid et perçant. Et Quat signifiait loup. On disait que la couleur de ses yeux correspondait parfaitement à son nom. Rosie a expliqué que les yeux bleus étaient courants parmi son peuple. Mais son look était spécial. Alors on parlait plus de lui que des autres. La princesse fut surprise qu'Allen le sache si bien. Il confirma cela et dit que cet homme était plus féroce que n'importe quel monstre du lac. Au combat, il était impitoyable. Il n'épargnait aucun ennemi, ne laissait aucun prisonnier et son épée semblait ne jamais se fatiguer. Les gens disaient qu'il n'y avait ni pitié ni peur en lui, comme s'il ne savait pas ce qu'étaient les larmes ou le sang. Rosie était au courant. C'est pourquoi ils ont décidé de se marier dans la tribu Krua. Sans alliance, ils auraient pu se retrouver isolés. De nombreuses tribus ont déjà rejoint Quat. Rosetta s'est rendu compte que la situation était difficile et a essayé de trouver un moyen d'en sortir. Soudain, une idée lui vint. Et si, au lieu de la vraie mariée, vous envoyiez un sosie en robe de mariée? Elle espérait que l'obscurité l'aiderait. Il est difficile de distinguer les traits du visage sous le voile. La nounou fut surprise par cette proposition. Rosie a convenu que c'était possible. La princesse était heureuse d'avoir trouvé une solution qui pouvait les sauver. Lorsque la célébration commence, les mariés se rendent dans les chambres nuptiales. C'est à ce moment-là que la substitution peut être effectuée. Mais Rosetta s'inquiétait de ce qui allait se passer lors de leur nuit de noces. Après tout, la vraie mariée avait une blessure à la jambe. Allen croyait que si le marié était ivre, il n'y aurait pas de problème. Les dames ne comprenèrent pas de quoi il parlait. Il expliqua que si le chef buvait trop, il n'aurait plus de temps à consacrer à sa fiancée. La nounou le pinça douloureusement dans le dos. La femme reprocha au chevalier que de telles choses ne pouvaient pas être discutées devant la princesse. De plus, l'alcool ne pouvait que lui donner plus de force. Il n'y avait qu'une seule solution. Utiliser un double. Rosie était d'accord. Allen avait l'air perplexe et confus. La princesse prétendit qu'il leur restait très peu de temps. Nous devons trouver d'urgence une fille convenable. De la tente est venu le cri « Ne convient pas ». Les femmes sont sorties l'une après l'autre. L'un était trop gros, l'autre était trop vieux. Trouver un sosie s'est avéré beaucoup plus difficile que prévu. La blonde suggéra de continuer la recherche parmi d'autres femmes. Mais le choix était limité. Après tout, la princesse n'a emmené avec elle au camp que ses servantes. Il n'y avait pas d'autres options. Soudain, les dames ont commencé à échanger des regards et à chuchoter. Rosetta ne comprenait pas pourquoi tout le monde la regardait. Rosie a demandé à la fille de devenir son double. La nounou de la princesse s'y opposa catégoriquement, serrant les poings d'excitation. Rosetta était déjà habillée de sa robe de mariée. Elle a dit que rien ne pouvait être changé, que tout avait déjà été décidé. La nounou était inquiète car la princesse ne montait pas bien et pouvait tomber. Elle m'a assuré que rien n'arriverait. La femme a supplié la dame de changer d'avis. Elle ne voulait pas qu'elle soit impliquée dans l'enlèvement de la mariée. La jeune fille a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un enlèvement, mais qu'il s'agissait d'une tradition. Elle n'y voyait rien de dangereux. La femme lui a demandé de réfléchir à ce qui arriverait si le royaume découvrait cela. La princesse était sûre que personne ne le découvrirait. La nounou ne le dira pas, mais Allen lui-même est intéressé par leur succès. La fille a demandé de garder le secret. Mais la femme a continué à persuader la dame de changer d'avis. Rosie entra dans la tente et fut ravie. Elle a dit que la robe allait très bien à la princesse. Elle l'a remerciée pour le compliment. Rosetta a demandé tardivement à la brune si cela la dérangeait qu'elle porte cette tenue. La jeune fille a assuré que ce n'était pas un problème. Elle a compris la complexité de la situation. La princesse la serra dans ses bras avec reconnaissance. La fille du chef le remercia encore. Puis elle a donné un petit cadeau à la fille. Elle la conduisit sous le ciel étoilé et lui montra où se placer avec la lanterne, tandis qu'elle se cachait à proximité. Une lanterne allumée brillait dans la main de la blonde. Rosie a expliqué qu'il cherchait une épouse partout dans le monde. Rosetta regarda la beauté qui l'entourait. La femme a insisté sur le fait que tout n'était pas ainsi, mais la princesse croyait que la nounou était simplement inquiète. La nounou a demandé comment on pouvait ne pas s'inquiéter. Elle a placé un petit poignard dans la main de la fille. La femme a conseillé de l'utiliser en cas de menace. Le double sortit l'arme et l'examina. Elle a expliqué que si nécessaire, il faut frapper le point faible. La princesse regarda attentivement le poignard. La fille l'a caché dans les plis de sa robe. Elle a assuré à la nounou que rien de dangereux n'arriverait. La femme a dit qu'Allen était allé chercher des boissons pour le marier. Il devrait bientôt revenir. La princesse fut surprise que le chevalier accepte de l'aider.
car elle pensait qu'il serait contre. Elle se souvenait qu'il lui avait dit que c'était la première fois qu'il voyait une fille aussi désespérée de prouver quelque chose. La nounou a expliqué qu'il soutenait simplement ses aspirations. Maintenant, la princesse comprenait son consentement silencieux. Elle baissa la tête et les remercia tous les deux pour leur aide et leur soutien. Soudain, un coup de feu retentit. Le rugissement des sabots couvrait tout ce qui l'entourait. L'un des gardes, armé d'une torche, a crié, demandant qui s'approchait. Les cavaliers tirèrent silencieusement leurs épées. La princesse tourna la tête, essayant de comprendre ce qui se passait. La nounou avait une mauvaise audition et ne pouvait pas distinguer le bruit. On entendit un cri dans l'obscurité. Les guerriers du camp se sont affrontés aux assaillants. En scrutant l'obscurité, les dames pouvaient discerner un combat chaotique. La nounou pensait que les gardes du marié étaient arrivés. Les bruits de la bataille devinrent plus forts et plus clairs. La princesse sursauta lorsqu'elle entendit un appel à l'aide à travers le bruit. Bientôt, elle distingua le mot « Quat ». Les femmes se tendirent de peur, réalisant que le plan était en train de s'effondrer. Les guerriers du camp se criaient entre eux qu'ils étaient attaqués par Quat. Le cavalier avec l'épée se déplaçait avec une vitesse surnaturelle, frappant les ennemis les uns après les autres. Les défenseurs du camp ont commencé à paniquer. Lorsque l'ordre de battre en retraite fut donné, ils s'enfuirent, sans se soucier de la princesse et de la nourrice, les laissant sans couverture. Les cavaliers poursuivirent les fugitifs, les tuant sans pitié. Des éclaboussures de sang couvrirent la peau des chevaux, leurs vêtements et même le sol. Seuls quelques-uns ont réussi à survivre. Rosetta se figea, incapable de bouger. Un cavalier aux cheveux longs s'arrêta juste devant elle, son épée scintillant au clair de lune, couverte de sang. Elle se souvenait de la signification du nom Nazar, yeux bleus, et son regard était vraiment profond, perçant, dont la couleur rappelait celle du ciel nocturne. Maintenant, tout est devenu clair. Devant elle se tenait ce même Nazar Quat. La nounou lui saisit la main, la suppliant de quitter cet endroit rapidement pendant qu'il y avait encore une chance. Le cavalier s'est déplacé plus vite que les dames n'ont eu le temps de prendre une décision. La nounou essaya de tirer la princesse, mais elle, paralysée par la peur, ne pouvait pas bouger. Soudain, ils se levèrent tous les deux d'un bond, essayant désespérément de s'échapper en rassemblant les ourlets de leurs robes. Cependant, Nazar savait déjà que la victime n'irait pas bien loin. L'un des soldats se tenait entre l'agresseur et les fugitifs. Il s'accroupit, serrant fermement son épée, prêt à les défendre au péril de sa propre vie. Cependant, son courage ne l'a pas sauvé. Un seul mouvement d'épée et l'homme tomba au sol, son corps immédiatement taché de taches de sang cramoisies. Les fugitifs ne sont pas allés bien loin. Le cavalier les rattrapa en quelques instants. Au clair de lune, ses yeux bleus froids brillaient comme deux lames de glace. Au grand galop, le cavalier tendit la main et saisit la jeune fille par la taille. Il la souleva d'un coup sec, l'asseyant facilement devant lui, la pressant contre sa poitrine. Rosetta tendit la main à la nounou, mais elle regarda simplement, impuissante, réalisant qu'elle ne pouvait pas sauver sa maîtresse. Elle a essayé de rattraper le ravisseur, mais elle a trébuché sur une pierre et est tombée, se frappant douloureusement. Le cavalier s'éloigna, emportant la princesse dans une direction inconnue. Le cheval s'élança sans ralentir. Rosetta lui a désespérément demandé d'arrêter, insistant sur le fait qu'ils avaient pris la mauvaise fille. L'homme lui a froidement dit de se taire et de ne pas résister, de peur de tomber et de se casser le cou. Il la serra plus fort, la forçant à se figer. Elle tremblait et essayait de se libérer, mais elle savait que le mettre en colère était une mauvaise idée. Il a dit quelque chose en réponse, mais elle n'a pas compris ses paroles. Nazar se tourna vers elle, les yeux plissés. Il fut surpris qu'elle ne le comprenne pas, puis il réalisa qu'elle ne parlait que latin. Il a dit dans sa langue que si elle ne voulait pas mourir, elle devait rester assise tranquillement. Rosetta déglutit, réalisant qu'elle était tombée dans un véritable piège. Bientôt, un autre cavalier les rattrapa. Il a appelé un chef nommé Riga, les informant qu'ils n'étaient pas poursuivis. Cela semblait étrange. Nazar a demandé à quelle distance se trouvaient les gens du marié. Le cavalier a répondu qu'ils suivaient leur piste, mais qu'ils étaient toujours à la traîne. Un autre cavalier s'approcha, sa voix remplie d'une joie malicieuse. Il a rapporté que tout s'est déroulé exactement comme leur chef l'avait ordonné. L'homme abaissa sa capuche en souriant d'un air suffisant. Il a dit que le nom de Riga terrorisait les habitants de Croix, les faisait trembler. Nazar félicita ces hommes et leur ordonna de retourner au camp. Les cavaliers hochèrent la tête, acceptant l'ordre. Les sabots tonnaient à nouveau sur la route caillouteuse. Ce n'est qu'à ce moment-là que Rosetta réalisa qu'elle avait été kidnappée à la place de Rosie.
Elle comprit que si elle ne s'expliquait pas, un sort terrible l'attendait. Elle a commencé à insister sur le fait qu'elle n'était pas la mariée, mais qu'elle la remplaçait simplement. L'homme assis à côté d'elle renifla, ne croyant pas un mot de ce qu'elle disait. Elle était surprise qu'il connaisse le latin. Elle le supplia de la croire, mais il se contenta de sourire en réponse, disant qu'elle était trop douée pour mentir. Le cavalier aux yeux noirs ne croyait pas qu'il aurait pu y avoir une substitution au mariage. Si c'est vrai, alors pourquoi personne n'a essayé de la sauver? L'un des guerriers a demandé à Riga quoi faire du captif. Il proposa de la prendre pour lui, puisque le chef ne montrait aucun intérêt pour les femmes. L'homme qui était arrivé sur un âne lui a proposé, d'un ton moqueur, de la prendre en premier. Mais un autre l'arrêta, lui rappelant que Riga elle-même déciderait de son sort. Quelqu'un a suggéré que leur chef pourrait la laisser vivre. Mais l'homme qui voulait le captif se contenta de rire, trouvant cela ridicule. Il se souvint de la façon dont la tribu avait souffert aux mains de son peuple. La loi des Quats est claire. Île pour œil, dent pour dent. Ils paient dans la même monnaie. Les guerriers commencèrent à se mettre d'accord, en discutant entre eux. Rosetta ne comprenait pas les mots, mais elle ressentait de l'hostilité. Soudain, Nazar aboya, exigeant le silence. Il a déclaré que la jeune fille deviendrait sa femme. Il y eut un murmure parmi les guerriers. Personne ne pouvait croire que leur chef était sérieux. L'un des hommes osa lui rappeler qu'elle était la fille d'un chef basque. Cette décision semblait folle. Il se souvenait de toute la souffrance que son peuple lui avait causée. Mais avant qu'il ait pu finir de parler, Nazar pointa la lame sur sa gorge. D'une voix froide, il demanda qui lui donnait le droit de contredire. Le guerrier se tut immédiatement, réalisant qu'il allait devoir payer pour son insolence. Nazar a rappelé que derrière les Basques, il y a le royaume de Lisa. Ce mariage pourrait être leur chance de gagner. Il regarda lentement ces hommes, tenant la fille plus près. Il a demandé si quelqu'un avait des objections. L'un des guerriers recula en marmonnant des excuses. Personne ne voulait contredire le leader. Ce n'est qu'à ce moment-là que Rosetta réalisa ce qui se passait. Elle s'est rebellée, refusant d'accepter leur décision. Nazar lui demanda froidement si elle avait épousé le marié à qui il l'avait volé de son plein gré. La fille s'est figée. Ce jour-là, Isel lui a demandé de se marier. Il voulait lui donner le choix. Elle le respectait, mais l'idée du mariage lui pesait. Elle serra les poings, essayant de réprimer ses émotions. Isel a promis d'attendre sans la forcer à faire quoi que ce soit. Mais maintenant, elle n'avait plus le choix. Ils galopèrent jusqu'à ce que Nazar ordonne l'arrêt. Leur peuple avait besoin de repos. Nazar aida la jeune fille à descendre de son cheval, mais vit qu'elle ne se dirigeait pas vers le camp. Saisissant rapidement son poignet, il lui demanda où elle allait. Il y avait un air suppliant dans ses yeux. Elle lui a doucement demandé s'il pouvait simplement la laisser partir. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas monter à cheval, ce qui signifiait qu'elle ne pourrait de toute façon pas s'échapper. Nazar plissa les yeux d'un air moqueur. Il savait que vivre parmi les gens du royaume pouvait changer une personne, mais il ne pensait pas que cela irait aussi loin. Le vent jouait avec les mèches de ses cheveux. Nazar se rappela que la fille du leader basque était censée être brune, mais cette fille avait les cheveux couleur d'or ensoleillé. Rosetta croisa son regard et hocha lentement la tête, approuvant ses paroles. Elle voulait s'expliquer, mais une voix les interrompit. L'assistant a signalé que tout était prêt. Nazar se retourna et leur ordonna de partir. Le clair de lune inondait la clairière, projetant de longues ombres. La princesse ne comprenait pas ce qui se passait et où il l'emmenait. Elle recula, effrayée, en secouant brusquement la tête. Elle a crié qu'elle ne voulait pas partir, mais elle a été brutalement poussée en avant, la forçant à continuer. Elle a essayé de se libérer, implorant sa liberté. Les guerriers riaient, expliquant que la mariée s'était révélée trop obstinée. Cela ne fera que rendre la soirée plus intéressante. Elle tremblait. La prise de conscience que l'évasion était impossible s'imposait avec une force renouvelée. Elle ne savait pas quoi faire, à part prier pour que tout cela ne soit qu'un rêve. Soudain, quelque chose a doucement cliqueté sur le sol. Son poignard tomba des plis de sa robe. Dans l'obscurité, Nazar ôta sa chemise, étirant ses épaules. Il a tranquillement attaché ses cheveux avec un ruban bleu. La fille lui a crié de partir, mais il s'est contenté de rire en disant qu'elle parlait trop. Toute sa silhouette tremblait. Sa voix se brisa alors qu'elle le suppliait de ne pas la toucher. Elle a promis de satisfaire toutes ses demandes, juste pour qu'il ne s'approche pas. Il s'avança lentement, saisissant son poignet brutalement. Elle poussa un cri perçant, essayant de se libérer, et hurla qu'elle ne voulait pas ça. Il la poussa brusquement et elle tomba sur le dos. Paniquée, la princesse riposta en l'appelant sauvage. Mais il ne bougea même pas. Nazar se tenait au-dessus d'elle, ses longs cheveux tombant sur son visage.
Il rigola et suggéra qu'il crie plus fort pour que tout le monde à l'extérieur puisse les entendre. Elle le regarda avec une horreur totale. Puis il se pencha plus près, lui murmurant que si elle voulait partir, elle devrait faire ce qu'il lui disait. Même après avoir hoché la tête, elle ne croyait pas qu'il la laisserait réellement partir. L'homme la tenait toujours par les épaules, ne lui permettant pas de bouger. Elle le regarda, réalisant qu'il s'agissait de Nazar Quat, celui qu'elle avait toujours considéré comme un monstre, féroce et sans pitié. Elle ne pouvait pas juger sa cruauté au combat, mais elle savait qu'à la guerre, il n'épargnait personne. Personne ne s'attendait à une telle menace hier. Ses doigts se resserrèrent lentement autour de la poignée du poignard. C'était une chance. Elle frappa rapidement, mais Nazar intercepta sa main avant qu'elle ne puisse frapper. Il la regarda attentivement dans les yeux, la déception évidente dans son regard. Il ne pensait pas avoir une telle surprise le soir de son mariage. La princesse se rendit compte qu'elle avait échoué. Désormais, elle n'avait d'autre choix que d'attendre son sort. Elle déglutit difficilement, ressentant de la peur. Nazar examina attentivement le poignard, notant la qualité du travail. Puis il rigola et déclara que cette lame pourrait être utile. Soudain, il dit qu'il voulait tester sa netteté. La fille poussa un cri de panique, essayant de s'éloigner de lui. La lame brillait au clair de lune, puis de fines gouttes de sang coulaient lentement sur sa robe. Nazar n'a même pas cligné des yeux. Elle a crié d'horreur, demandant ce qu'il faisait. Mais il plaqua fermement sa main sur sa bouche, ne lui permettant pas d'émettre un son. Sa voix était calme mais menaçante. Il l'a avertie que si elle voulait être laissée tranquille, elle ferait mieux de se taire. Rosetta se rendit compte qu'il faisait un spectacle, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, elle était piégée et ne pouvait rien faire. Pendant ce temps, Allen se précipita vers le camp basque. Il a vu les blessés et les morts, ne comprenant pas comment cela avait pu arriver. Il descendit de cheval, tira son épée et appela Madame Rosetta. Il regarda autour de lui avec espoir, craignant de trouver quelque chose de terrible. Soudain, il entendit quelqu'un appeler son nom. C'était la nounou, et Rosie se tenait à côté d'elle. Il se figea de stupeur. La nounou, choquée, dit avec amertume que Rosetta avait été kidnappée. Allen se figea, refusant d'y croire. Rosie a assuré que ce n'étaient pas les gens du marié qui avaient fait ça. Elle a dit que c'était Nazar Quat et qu'il l'avait fait exprès. Allen serra les dents. Il savait qu'il n'y avait pas de pire ennemi que les Quat. Il se tourna vers Rosie, déclarant qu'elle devait l'aider. Allen ordonna que tous les hommes capables de porter les armes soient rassemblés. Il avait l'intention de suivre immédiatement la piste des ravisseurs et de rendre la princesse. Une voix grave vint de l'autre côté. Le chef a déclaré que cela n'était pas nécessaire. Allen se retourna brusquement et vit un homme massif s'approcher d'eux. Le chef plissa les yeux, assurant que la situation était encore meilleure que prévu. Depuis que la tribu Quat a pris le faux, sa fille est désormais en sécurité. Rosie rougit d'indignation et lui cria dessus pour avoir dit une telle chose. À cause de lui, une personne innocente a souffert. Le leader a simplement souri, satisfait de ce résultat. La fille a crié que sa cupidité et ses actions passées étaient à l'origine de tout. C'est lui qui a volé une femme aux Quats, et maintenant ils ont soif de vengeance. Le visage du leader était déformé par la colère. Il s'avança brusquement et frappa violemment sa fille au visage. Il a dit qu'elle ne savait rien, et qu'elle était en vie uniquement grâce à lui. L'homme cria furieusement qu'il faisait tout cela uniquement pour le bien de sa tribu. Il n'agira jamais de manière basse, et toutes ses actions visent à protéger le peuple. C'est la seule raison pour laquelle le royaume les soutient. Il reprochait à sa fille de vivre dans le luxe et de ne même pas imaginer ce que ce soutien lui coûtait. Il lui rappela qu'elle ne devait pas penser à ses propres désirs, mais à la prospérité de leur tribu. Le mariage est son devoir et elle doit l'accomplir. Rosie regarda son père avec dédain. Elle lui dit de dire la vérité. Tout le monde savait qu'il n'était pas guidé par l'honneur, mais par la cupidité. Elle ne croyait pas qu'il avait kidnappé une femme pour leur avenir. Même si tout cela s'est passé avant sa naissance, elle connaissait très bien l'histoire. Tout le village savait d'où venait cette profonde cicatrice chez le chef. Il a été abandonné par la femme même dont il avait autrefois abusé. Le chef enragé agita son bras, se préparant à frapper à nouveau sa fille, mais son poignet fut fermement saisi. C'était Allen. Sa voix était froide. Il a déclaré qu'il n'était pas intéressé par leurs drames familiaux. Mais une chose était claire. Le leader n'allait pas les aider. Allen siffla bruyamment et son fidèle cheval courut vers lui. Il était déterminé à sauver la princesse, avec ou sans leur aide. Il jeta facilement sa jambe dans l'étrier et sella habilement le cheval. Avant de partir, il a assuré à la nounou qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter.
Allen a rappelé qu'il était un chevalier du royaume et qu'il était obligé de rendre la princesse à tout prix. C'est son devoir, auquel il ne renoncera pas. Le chef leva la tête avec surprise lorsqu'il entendit le mot « princesse ». Il demanda à nouveau, le visage déformé par l'incrédulité. Son regard tomba sur l'épée du chevalier. Il a reconnu ses motifs dorés. Il n'était utilisé qu'à un seul endroit, dans le royaume sacré de Fox. Fox était une terre gouvernée par les descendants du céleste Elaim. Cet endroit était sous protection divine, et les monstres ne pouvaient pas y entrer. Le chef s'est rendu compte que ces symboles représentaient la lignée de la famille royale. Il n'y avait que 3 héritiers à Fox, un prince et 2 princesses. Une terrible supposition lui traversa l'esprit. Se pourrait-il que cette fille soit l'une d'entre eux? Cette pensée le frappa comme un coup de tonnerre. Allen confirma calmement ses craintes. Rosetta Willard Fox était la princesse de Fox, ce qui signifie que son enlèvement pourrait avoir de graves conséquences. Le chef jura doucement. Sa mâchoire se serra. Si quelque chose arrive à la princesse, leur tribu sera condamnée. Les barbares pouvaient lui faire tout ce qu'ils voulaient. Cela signifiait que leur avenir était en jeu. Si le royaume découvre que quelque chose de mal est arrivé à la princesse, il réduira ces terres en poussière. Soudain, l'un des guerriers courut vers eux en criant qu'il y avait des ennuis. Il rapporta que l'armée du marié revenait sur les terres de Croix. Le chef ne comprenait pas ce que cela signifiait. Ils avaient convenu de se marier. Le guerrier a alors précisé que le mariage avait échoué. Il a expliqué que la tribu Quat était intervenue à nouveau. Le leader commença à devenir nerveux, mais il comprit qu'il ne pouvait plus rien changer. Un représentant de Quat a rapporté qu'ils avaient kidnappé la mariée. Si la tribu veut la récupérer, qu'ils viennent la chercher eux-mêmes. Allen fronça les sourcils. Tenter de faire pression sur le marié pourrait signifier le début d'une guerre qui détruirait les 2 tribus. Le chef serra les dents. Il avait traité les Quats de mendiants. Et maintenant, il lui dictait leurs conditions. Cela le rendait fou. Allen l'observait d'en haut, toujours assis sur la selle. Il a fait remarquer à haute voix que le leader était clairement confus et ne savait pas quoi faire. Le chevalier proposa un compromis. Si le chef l'aidait à retrouver la princesse, il oublierait ce qu'il avait fait. Le chef serra les poings, réalisant qu'il n'avait pas le choix. Le cœur lourd, il ordonna à ses guerriers de se préparer à la bataille. Mais ensuite, son visage s'est déformé et il a donné un nouvel ordre. Attraper Allen. Il ne pouvait pas laisser partir cet homme. Rosie regarda son père avec horreur, criant ce qu'il faisait. Pendant ce temps, les gardes avaient déjà encerclé le chevalier, se préparant à attaquer. Allen plissa les yeux. Il a demandé quelle était la raison d'une telle trahison. Mais le chef répondit que même si elle était une princesse, il ne serait pas plus facile de la retrouver. Il doutait que la fille soit encore en vie. Les Quats étaient des barbares vengeurs. Ils ne la laisseront pas partir comme ça, et ils ont peut-être déjà détruit toutes les preuves. Allen retint sa colère. Ce n'était pas le moment de se lancer dans une dispute. Il devait sortir d'ici et retrouver la princesse le plus vite possible. Son pied a fini dans l'étrier. Il cria à son cheval, le faisant se cabrer, puis l'épée dans sa main lança une lumière jaune brillante. Allen saisit fermement la poignée de son épée, leur ordonnant de s'écarter. Il les menaça de battre en retraite s'ils ne voulèrent pas mourir. Une lumière dorée illuminait la clairière. Les yeux du chef brillèrent de colère et il cria l'ordre d'arrêter le chevalier à tout prix. Quiconque désobéit ou recule devra payer de sa vie. Soudain, le cri d'une femme se fit entendre. Rosie a ordonné à Allen de laisser tomber son arme. Il se retourna brusquement, reconnaissant sa voix. La fille du chef apparut devant lui, tenant une épée contre la gorge de sa nourrice. Elle a prévenu qu'elle tuerait la femme s'il n'obtempérait pas. La nounou a crié, suppliant Allen de courir. Elle le supplia de ne pas penser à elle, mais de se concentrer sur le sauvetage de la princesse. Mais le chevalier resta figé, ne sachant que faire. Il y avait une pleine lune dans le ciel. Les étoiles perçaient les nuages légers. Des rangées de torches couraient le long des tentes, projetant une faible lumière sur le camp de Quat. Un homme était allongé sur un lit de camp, apparemment profondément endormi. Rosetta était assise contre le mur, essayant de comprendre comment elle était arrivée ici. Elle se souvint de ses paroles. Il lui assura que lorsque le moment viendrait, il la ramènerait à son père. Il y avait une coupure sur sa main gauche, un rappel d'hier. Elle ne le croyait pas. S'il voulait vraiment la récupérer, alors pourquoi l'a-t-il kidnappée? Cela n'avait aucun sens. Nazar a dit que même si elle revenait, son mariage serait quand même détruit. Personne ne l'épousera après ce qui est arrivé. La princesse ne comprenait pas pourquoi il avait fait d'elle sa femme à ce moment-là. Il aurait pu simplement la kidnapper, mais cet acte lui semblait inutile. Nazar a répondu que c'était sa liberté.
Il fera tout comme il l'a dit, et elle peut le croire ou non. Mais la fille ne comprenait pas ses paroles. Il lui a ordonné de s'asseoir tranquillement et de ne rien faire. Elle frissonna, réalisant qu'elle était désormais complètement sous son pouvoir. Nazar a dit que les nuits ici sont froides et que dormir sur le sol est inconfortable. Il se leva du lit et lui fit un signe de tête, l'invitant à s'allonger à côté de lui. Rosetta se tendit, rejetant immédiatement l'idée. Elle a dit qu'elle ne lui faisait pas confiance et qu'elle n'allait pas partager un lit avec lui. Nazar rigola en disant qu'il n'était pas intéressé par des enfants comme elle. La princesse fronça les sourcils, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. L'homme s'allongea, se couvrit d'une couverture et se tut, ne voyant aucune raison de poursuivre la conversation. Le camp était enveloppé dans le silence de la nuit. Rosetta s'avoua qu'elle avait froid et qu'elle avait sommeil, mais l'idée de s'allonger à côté de lui semblait insupportable. Elle a décidé d'attendre le moment pour s'échapper. Elle ne pouvait qu'espérer qu'elle aurait une chance de rentrer chez elle. Mais le corps ne pouvait pas le supporter. Elle s'est recroquevillée sur le sol dans sa robe de mariée et s'est endormie. Des pieds nus s'approchèrent d'elle. Nazar la souleva silencieusement du sol et la porta jusqu'au lit sans la réveiller. La fille, ne réalisant même pas ce qui s'était passé, s'installa plus confortablement dans le lit chaud, plaçant sa main sous sa tête. Nazar se tenait au-dessus d'elle, la regardant froncer légèrement les sourcils dans son sommeil et se tourner sur le côté. Puis il la recouvrit soigneusement d'une couverture. Il s'assit à côté d'elle, continuant à la regarder. Il y avait de la satisfaction dans ses yeux. Un autre moment vint à l'esprit de la fille. Enfant, elle avait un jardin dans la cour du château et adorait y jouer. Sa famille était toujours occupée. Alors la petite Rosetta passait son temps parmi les arbres. Elle avait un bouquet de marguerites dans ses mains. Une voix se fit entendre. Sa mère l'a appelée pour lui demander où elle était allée. La fille rougit de joie lorsqu'elle vit un visage familier. La mère lui demanda doucement ce qu'elle faisait. La fille a dit fièrement qu'elle avait joué avec Masha. La femme fronça les sourcils. Elle entendit à nouveau ce nom. Elle a compris que sa fille avait un ami imaginaire à cause d'un manque d'attention. Rosetta a insisté sur le fait que Masha était simplement timide et que c'était pour cela qu'elle ne jouait qu'avec elle. Elle parlait d'elle, et sa mère l'écoutait attentivement. La fille a donné une plume jaune à sa mère. La femme le prit et admira sa beauté. Elle sourit et demanda où la fille l'avait trouvée. Elle a dit fièrement que c'était un cadeau de Masha. Rosetta leva la tête et désigna les branches de l'arbre. Il y avait là un grand oiseau aux plumes dorées. La femme se couvrit la bouche avec sa main, surprise. Ses yeux s'écarquillèrent, réalisant que ce n'était pas seulement un fantasme enfantin. Puis elle serra sa fille dans ses bras, lui disant que c'était peut-être une bonne chose. Mais la fille ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Soudain, la vision disparut comme un mirage. Rosetta ouvrit les yeux, plissant le nez de mécontentement face à la lumière vive du soleil. En se souvenant de la nuit dernière, elle s'est redressée brusquement. Elle ne comprenait pas pourquoi elle s'était réveillée au lit, car elle s'était endormie sur le sol. Elle ne comprenait pas comment cela était arrivé. Soudain, le rabat de la tente s'écarta. Elle s'est immédiatement cachée sous la couverture. Un homme entra avec une chemise jetée négligemment sur ses épaules. Cela semblait inattendu, même aux yeux des aristocrates. Nazar, souriant, dit qu'il était heureux de l'avoir réveillée. Il portait un bol de soupe chaude et lui dit qu'elle avait de la chance. Il ne l'avait pas réveillée. La fille était sous le choc. Elle ne pouvait pas croire qu'elle pouvait dormir si profondément qu'elle ne se sentait pas portée jusqu'au lit. Nazar a rappelé que, comme hier, il ne s'intéresse pas aux enfants. Il y avait de la lassitude dans sa voix. Rosetta a répliqué en disant qu'elle n'était pas une enfant. Elle était censée avoir sa cérémonie de passage à l'âge adulte cette année. Nazar lui rappela que la nuit, elle ressemblait à un enfant tremblant dans un coin. La fille s'est rendue compte qu'il avait vu sa peur. Il posa une assiette devant elle, lui offrant quelque chose à manger. La princesse regarda la couleur inhabituelle du plat avec méfiance. Elle doutait de son goût et craignait que la nourriture soit avariée. Elle a dit qu'elle n'avait pas faim et a refusé de manger. Nazar haussa les épaules, répondant que c'était son travail de suggérer. Si elle veut mourir de faim, il n'interviendra pas. Avant de partir, il lui a demandé si elle pouvait passer toute la journée sans manger. Sans attendre de réponse, il se retourna et s'éloigna, la laissant seule. Dès que Riga quitta la tente, un de ses hommes se précipita vers lui. Il s'inclina modestement et annonça qu'il avait apporté ce qu'on lui avait demandé. Il tenait dans ses mains une robe de femme. Il a admis, penaud, qu'il ne trouvait que des vêtements d'occasion dans le village. Il n'y avait pas de nouvelle robe, mais celle-ci, dit-il, lui allait. Le chef examina silencieusement le tissu, le tapota, enlevant la poussière. Il hocha ensuite la tête, remerciant le serviteur,
disant qu'il avait fait un excellent travail. Riga est retourné à la tente. Il jeta un coup d'œil à la fille, puis à l'assiette vide à côté de lui. Elle a été léchée jusqu'à briller. Il gloussa, réalisant qu'elle aimait la nourriture. La princesse a admis, penaud, qu'elle venait juste d'essayer mais qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Maintenant, elle se sentait gênée par son avidité insatiable. L'homme, satisfait, jeta habilement la robe sur le lit. La fille plissa les yeux avec méfiance, demandant ce que c'était. Il a répondu qu'il était temps pour elle de changer de tenue. Rosetta ramassa la robe et l'évalua. Il s'est avéré que c'était plutôt mignon et le corset avait un laçage dans le dos. Elle passa ses doigts dessus. Il s'est avéré que ce barbare prenait soin à la fois de sa nourriture et de ses vêtements. Elle le regarda avec méfiance, ne comprenant pas pourquoi il se souciait autant d'elle. L'homme se dirigea vers la sortie, jetant quelque chose par-dessus son épaule pour qu'elle ne traîne pas. Une fois qu'elle aura changé, ils continueront leur chemin. Rosetta serrait l'ourlet de sa robe. S'ils repartent, il sera plus difficile pour Allen de la retrouver. La prise de conscience la frappa et les larmes lui montèrent aux yeux. Ses épaules tremblaient. Elle sentait que l'espoir de salut s'amenuisait. Un frisson parcourut mon corps et une boule se forma dans ma gorge. Elle a appelé l'homme, le suppliant d'attendre. Sa voix tremblait tandis qu'elle marmonnait qu'elle avait les cheveux épais et qu'il pouvait s'en mêler. Riga plissa les yeux, ne comprenant pas où elle voulait en venir. La jeune fille a expliqué qu'elle avait peur d'abîmer ses cheveux si elle changeait elle-même de vêtements. L'homme n'a pas immédiatement compris son allusion. Alors la princesse soupira et lui demanda directement de lui tresser les cheveux. Il agita paresseusement la main, lui faisant signe de s'approcher. Il m'a ordonné de lui tourner le dos. La fille pinça les lèvres d'irritation, se sentant comme un chien dressé. Hier, elle était son épouse otage, et maintenant elle ressemblait à un animal de compagnie. Cependant, elle se retourna quand même, retenant son ressentiment. Elle se rappela que ce n'était pas le moment de montrer sa fierté. Dans sa position, mieux vaut ne pas provoquer le barbare. L'homme passa ses doigts avec assurance dans ses mèches dorées. La princesse s'attendait à ce que ses mains, habituées à tenir une épée, soient rugueuses, mais il a agi avec précaution. Il a bientôt fini. Il attacha soigneusement sa tresse avec un ruban violet et dit avec satisfaction. « C'est fait !» Rosetta a reconnu le ruban. Hier, elle était dans ses cheveux. L'homme a demandé si c'était serré. La fille secoua la tête et le remercia. Riga a demandé à lui rendre la cassette. La princesse serra les poings, répondant avec un pincement de colère qu'elle l'aurait rendu même sans qu'on le lui rappelle. Qu'il ne pense pas qu'elle va voler. L'homme a semblé triste pendant un moment. Il a dit doucement que c'était le ruban de sa mère. La fille grimaça et marmonna des excuses gênées, mais Riga n'a pas écouté. Il se tourna vers la sortie et lui ordonna de sortir dès qu'elle aurait changé de vêtements. Puis, sans attendre de réponse, il partit. Bientôt, Rosetta est sortie dans une nouvelle tenue. Les hommes la saluèrent en l'appelant Regina. Quelqu'un lui cria joyeusement de monter sur son cheval. La fille cligna des yeux, ne comprenant pas ce que signifiait Regina. À ce moment-là, l'un des guerriers a plié le linge de lit, disant qu'il fallait l'emporter. Elle a compris pourquoi Riga s'était blessée. C'était une ruse, une tromperie des serviteurs pour prouver que la nuit de noces avait eu lieu. L'homme sauta agilement en selle. La fille le regardait, se demandant pourquoi ce guerrier était si protecteur envers elle s'il n'était pas obligé de l'être. Riga lui tendit la main, l'invitant à s'asseoir. Il a dit qu'il était temps de partir. Leurs regards se croisèrent avant qu'elle ne place sa main dans la sienne. Maintenant, elle était assise sur la selle devant lui. Il leur a dit de bien s'accrocher, les avertissant qu'ils iraient plus vite cette fois-ci. Le chef cria un ordre et les cavaliers éperonnèrent leurs chevaux. Des dizaines de sabots tonnaient, brisant le silence de la forêt. Couloir sombre. La femme soupira lourdement, réalisant que tout cela était arrivé à cause d'elle. Elle s'en est voulu et a réprimandé Allen pour ne pas s'être enfuie. Elle murmura qu'elle était désolée que le vieil homme les ait saisis. Mais le gars a répondu que ce n'était pas de sa faute, qu'il était lui-même trop négligent. Allen a admis que même s'il la quittait, il aurait du mal à trouver son chemin sans l'aide de la tribu. La nounou soupira, réalisant son erreur. Elle a fait confiance aux mauvaises personnes. La fille qu'ils ont aidée les a trahis. Ils étaient assis sur la paille dans le cachot. La femme a dit que la princesse avait sauvé la fille et elle a menacé de la tuer. Allen serra les dents avec colère. Il a juré qu'il ne pardonnerait jamais une telle trahison. Soudain, le plancher a craqué. Quelqu'un s'est faufilé. Les deux prisonniers se pressèrent contre les barreaux, scrutant l'obscurité. Bientôt, Rosie émergea de l'ombre. Allen saisit les barreaux avec stupéfaction, exigeant de savoir pourquoi elle était là. La fille lui a demandé de parler plus doucement.
Elle a dit que son père ne sait pas qu'elle est ici. Elle avait du pain dans ses mains et leur offrit quelque chose à manger. Allen n'a pas caché sa surprise. Quel est l'intérêt de manger s'ils ne savent même pas où se trouve la princesse? Rosie a insisté sur le fait qu'ils devaient manger avant de s'échapper. Allen se figea, réalisant le sens de ses paroles. La jeune fille prévint que si son père découvrait où la princesse avait été emmenée, il les emmènerait dans la forêt et les tuerait tout simplement. La jeune fille a prévenu qu'ils étaient étroitement surveillés. Il n'est pas facile de les libérer maintenant. Allen serra les poings, ne s'attendant pas à de tels mots de sa part. Elle a essayé de se justifier. Elle leur a assuré que dès que l'occasion se présenterait, elle les ferait sortir. Elle s'est excusée de l'avoir fait, mais a voulu éviter des pertes inutiles. Rosie a expliqué que s'ils avaient simplement été libérés, la tribu aurait pu souffrir. Allen plissa les yeux, réalisant qu'elle voulait maintenant les aider. Le gars lui a rappelé qu'elle avait empêché la princesse d'être sauvée, et que maintenant le royaume n'aiderait pas son peuple. Il pouvait à peine contenir sa colère. Rosie a admis qu'elle les libérerait, mais à une condition. Allen et la nounou se figèrent. Elle a exigé qu'ils ne parlent à personne de l'enlèvement de la princesse. Allen rougit de rage. Il agrippa les barreaux de la cellule et jura, choqué par son audace. Il a promis qu'à sa sortie, elle paierait pour sa trahison. Il frappa les barres, mais Rosie ne broncha pas. Elle a dit calmement qu'elle était prête à mourir pour protéger son peuple. Dans une main, elle tenait une torche et dans l'autre un poing fermé. Elle a rappelé que le chevalier avait quelqu'un à protéger. Elle lui a conseillé de ne pas perdre de temps avec la colère. Tant qu'il est en colère, la princesse peut disparaître à jamais. Allen jura, mais il savait qu'elle avait raison. Il s'est rendu compte que sans l'aide d'un homme ayant un statut militaire élevé, il serait presque impossible de sauver Rosetta sans que le royaume le sache. Soudain, une solution lui est venue à l'esprit. Il se souvenait d'un homme qui pouvait lever une armée et qui était proche de la princesse, le duc Isel Scallion. Rosie haussa un sourcil. Elle n'était pas sûre que le duc dirigerait l'armée, mais Allen était catégorique. Il ne la laisserait pas tomber. Après tout, Isel était l'héritière du duché de Eisen et, surtout, une amie de la princesse depuis l'enfance. Il prenait soin d'elle et éprouvait des sentiments tendres à son égard. Allen savait que Azen était plus proche de Terra. Isel arrivera plus vite que les autres. Rosie hocha la tête et accepta de transmettre le message au duc. Allen écrivit rapidement le message, plia le papier et passa le parchemin à travers les barreaux. Rosie le prit en silence. Il lui demanda alors sèchement ce qui s'était passé entre sa tribu et la tribu Quat. La fille hésitait, mais le garçon exigeait des réponses. Elle prit une profonde inspiration et dit que puisque c'était comme ça, elle le dirait. Cette histoire a commencé 20 ans avant leur naissance. Pendant ce temps, le cavalier courait à travers la forêt, tenant dans la selle une fille avec une tresse dorée. Son corps lui faisait mal à cause de ce voyage sans fin. Chaque mouvement du cheval résonnait dans son dos avec une douleur lancinante. Elle était fatiguée, mais elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Après tout, elle pensait que si elle se penchait légèrement en arrière et s'appuyait contre l'homme, il ne le remarquerait même pas. Mais il l'a remarqué. Cependant, il ne dit rien. Il la serra simplement plus fort dans ses bras. Ils continuèrent donc leur chemin pendant un certain temps. Finalement, dans une clairière, il ordonna une halte. La fille s'assit sur une pierre, profitant d'un court repos. Les personnes qui l'accompagnaient la regardaient avec froideur et méfiance. Elle déglutit, réalisant qu'il serait difficile de s'échapper sous une telle surveillance. Bientôt, Riga donna le signal, ordonnant à tout le monde de se préparer au départ. La princesse regrettait qu'on leur accorde si peu de repos. Elle se leva, fatiguée, et se dirigea vers le cheval. Elle se sentit un peu mieux lorsqu'elle remarqua le rembourrage doux de la selle. Riga a attiré son attention. Il lui a demandé ce qui l'avait tant troublée. La fille a admis qu'elle n'arrivait pas à monter en selle toute seule. Sans plus tarder, l'homme la prit dans ses bras et la fit asseoir sur le cheval. Leurs regards se sont croisés et son cœur s'est mis à battre plus vite. Les cavaliers reprirent le galop. Le vent soufflait dans les cheveux de la fille et ses pensées étaient confuses. Elle a décidé d'essayer de parler. Soudain, elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas la signification du ruban, qui appartenait à sa défunte mère. Riga répondit calmement qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Il n'attachait pas autant de valeur à la chose qu'elle le pensait. La princesse fronça les sourcils. Elle ne comprenait pas comment on pouvait ne pas valoriser la mémoire de sa mère. Puis elle se sentit un peu désolée pour lui. Après tout, s'il était un leader, alors peut-être n'avait-il pas de père. Elle se sentit désolée pour son ravisseur. C'était une sensation étrange. La fille secoua la tête, se rappelant qu'elle devait penser à s'échapper. Cependant, de hautes montagnes commençaient à apparaître au loin.
Vers le soir, le soleil se couchait vers l'horizon. Les gens ont installé leur campement, dressé leurs tentes et les chevaux ont pâturé à proximité. Rosetta fut étonnée de la rapidité avec laquelle le camp fut installé. Il semble que cela n'ait pris que quelques minutes. Ils avaient voyagé toute la journée et maintenant la princesse avait faim. Son estomac gargouillait, trahissant son état. Quelqu'un a suggéré d'attraper un lapin pour Regina. La fille cligna des yeux, ne comprenant pas ce que cela signifiait. Ils lui ont expliqué qu'elle avait déjà mangé du lapin le matin et que désormais Riga prendrait à nouveau soin d'elle. Il lui a demandé si elle avait apprécié son petit déjeuner. Rosetta ressentit du regret lorsqu'elle réalisa qu'elle avait mangé le mignon lapin. L'homme s'est approché d'elle avec inquiétude, remarquant le changement d'humeur, et lui a demandé ce qui s'était passé. Elle, essayant de changer de sujet, demanda pourquoi il l'appelait Regina. Ce titre lui était inconnu et elle voulait en connaître la signification. L'homme fut surpris qu'elle ne le sache pas jusqu'à présent, et lui expliqua que dans leur tribu, c'est ainsi qu'ils appellent la femme du chef. Le nom de Riga correspondait à ce titre. La fille réfléchit, car le nom de l'homme n'était pas Riga. Alors qui est Nazarquat? Sa question resta sans réponse et le feu du feu de camp crépita. Le chef, sans lever les yeux de son travail, vérifiait les charbons, se préparant à cuisiner quelque chose. Des langues de feu dansaient, illuminant l'espace parmi les pierres entassées tout autour. L'un de ses confidents lui a expliqué que les étrangers l'appelaient Nazarquat, mais pour la tribu, il était simplement Riga. L'homme blond s'est indigné bruyamment, déclarant qu'il était inacceptable que la femme du leader ne connaisse pas son vrai nom. Il continua à lui faire des reproches, considérant que la jeune fille était déjà épuisée après une longue journée en selle. Rosetta soupira silencieusement, approuvant ses paroles. Le gars a ajouté qu'elle était probablement fatiguée non seulement par le voyage, mais aussi par sa première nuit de noces. La fille rougit de honte. Riga, remarquant son embarras, attrapa brutalement le gars par l'épaule, l'accusant d'oisiveté. Le blond essaya de se justifier, mais le chef ne l'écoutait plus. Le gars a rappelé qu'il était important de prendre soin de la femme du leader. Il a noté que ce mariage avait provoqué du mécontentement et que les soins apportés auraient pu changer l'attitude de la tribu. Riga l'interrompit brusquement et lui rappela qu'il avait été envoyé chercher du bois de chauffage. Le garçon a essayé de protester, mais le chef a demandé d'un ton moqueur ce qui se passerait si Regina se figeait. Le blond sursauta de peur, attrapa une hache et se précipita dans la forêt pour chercher du bois de chauffage, en criant qu'il reviendrait bientôt. Rosetta regarda cela et gloussa doucement. Elle trouvait amusant de voir avec quelle facilité le chef traitait le bavard. Cependant, Riga ne semblait pas satisfait. Il était à nouveau plongé dans ses pensées, concentré sur le feu, et la fille baissa les yeux avec déception. Le feu s'est déclaré, illuminant la clairière sombre. Le chef entretenait méthodiquement les flammes, observant silencieusement les langues de feu. Et soudain, il parla lui-même. Il a décidé qu'il était temps de lui dire son nom. L'homme a dit que son vrai nom était Rachid. La fille se figea. Ce nom lui semblait douloureusement familier. Des souvenirs défilèrent devant les yeux de Rosetta. Il y a quelques années, une petite réception a eu lieu au palais du roi. Parmi les invités, un musicien ambulant venu des Ardennes apparaît. La brune aux yeux jaunes attirait l'attention. Dans la salle, un musicien de la cour était assis au piano. Et à côté de la harpe se trouvait une chaise vide, attendant l'interprète. Les gens se demandaient qui il louerait, la première princesse ou le prince. Cependant, le musicien a choisi une voix différente. Il a annoncé qu'il interpréterait une chanson dédiée à la princesse Rosetta. Ses doigts touchaient les cordes de la harpe. La mélodie remplissait la salle. Les invités restèrent silencieux, enchantés par la beauté des sons. Après les premiers accords, tous les regards se sont tournés vers Rosetta, qui s'est retrouvée au centre de l'attention. Elle ne s'y attendait pas, mais bientôt elle était complètement immergée dans la musique. La chanson louait sa noblesse et sa beauté. Les invités l'ont applaudie et l'ont couverte de compliments. Le roi posa cependant une question. Pourquoi la composition s'appelait-elle « Lumière de Rachid » ? Le musicien s'inclina respectueusement et expliqua. Le nom de la princesse dans la langue des Ardennes sonne comme Rachid. Rosetta réalisa alors que son ravisseur portait le même nom qu'elle. Le chef s'est levé, s'est étiré et a demandé si son nom était vraiment Rosie. La fille frissonna légèrement, mais hocha la tête. Il lui assura qu'à partir de maintenant, son peuple ne la traiterait plus comme il l'avait fait hier. Ils devaient l'accepter comme épouse de leur chef. Rosetta essaya de ne pas croire les paroles du sauvage, se persuadant qu'elle ne devait pas céder. Mais elle a répondu qu'elle se comporterait calmement pour ne pas éveiller les soupçons.
Elle se demandait si elle devait exprimer sa gratitude pour la nourriture et se présenter. Cependant, l'homme a assuré que la tribu Quat a ses propres coutumes, différentes de celles des autres peuples. Tant qu'elle restait sa femme, sa vie n'était pas en danger. Mais si elle fait une erreur, ses compatriotes peuvent la déchirer comme une meute d'animaux prédateurs. La jeune fille devint froide à cette pensée. Ses mains se resserrèrent sur le tissu de sa robe, et la peur commença à monter dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas croire que ce cauchemar était devenu réalité. Le chef lui a dit de ne pas s'inquiéter et de rester où elle était. Il a ensuite promis de la rendre à sa famille. Rosetta ne savait pas si elle pouvait croire ses paroles ou si c'était juste une tromperie. L'idée de revenir l'effrayait. Elle n'avait désormais plus aucune valeur en tant qu'épouse, ce qui signifiait qu'elle ne pourrait pas vivre en paix, même à la maison. Tout a changé pour toujours. Il était facile de raisonner sans connaître toutes les circonstances. Ils ont kidnappé la mauvaise fille, mais cela n'a pas changé le fait qu'elle-même a participé à cette aventure. Elle regarda le chef dans les yeux et lui dit avec défi que lui et son peuple paieraient cher pour tout ce qu'ils avaient fait. Elle a juré qu'on ne leur pardonnerait jamais cela. Soudain, il y eut des cris. L'un des hommes est sorti de la forêt en courant, haletant, et il n'avait aucune arme dans les mains. Il a crié que des monstres étaient apparus à proximité. Le chef est devenu méfiant. Il plissa les yeux, s'interrogeant sur le sort des chasseurs partis à la recherche de proies. La lame de son épée brillait au clair de lune. L'homme expliqua d'une voix hésitante que son peuple combattait des monstres. Il est venu appeler à l'aide, mais il était au bord de l'épuisement après une longue course. Le chef a ordonné à Rosetta de rester au camp. Il était sûr que les créatures avaient peur des flammes, ce qui signifiait qu'elle serait plus en sécurité près du feu que dans la forêt. Elle hocha la tête avec obéissance, mais une autre pensée mûrissait déjà dans sa tête. Si le camp se vide, c'est sa chance de s'échapper. Cependant, la peur s'emparait toujours de son corps. Pendant ce temps, une bataille faisait rage dans les profondeurs de la forêt. La lame du chef coupa les ennemis et leur sang se mélangea au sol. Il a demandé combien de monstres restaient. Ils lui ont dit qu'il y en avait 5 autres. Il ordonna de les chasser dans la partie occidentale de la forêt, et il combattit lui-même comme un guerrier impitoyable, coupant les têtes de ses ennemis. Sous son commandement, 3 combattants encerclèrent les ennemis sur la droite, tandis que les autres attaquèrent par derrière. Les arcs étaient déjà tendus, et les flèches prêtes à toucher les cibles. L'ordre « Feu » fut donné, et des dizaines de flèches transpercèrent l'obscurité. Les monstres s'effondrèrent, leur corps criblé de trous. Ils ressemblaient à des coussinets à épingles transpercés de flèches. L'un des gars a crié joyeusement qu'ils avaient gagné. Mais à ce moment-là, un nouveau monstre surgit par derrière, frappant le combattant imprudent. Le blond vit le danger et cria au chef de faire attention. Au dernier moment, il jeta son épée, et elle tomba directement dans les mains de Rachid. Le chef se retourna à la vitesse de l'éclair et d'un coup précis, frappa le monstre en plein cœur. Il hurla, cracha du sang et tomba mort. Quelqu'un a signalé que certains monstres s'étaient échappés. Le chef pinça les lèvres d'un air grave. Il détestait laisser ses ennemis en vie. 3 créatures coururent dans l'obscurité, grognant et se cachant parmi les arbres. Les guerriers demandèrent s'ils devaient les rattraper, mais le chef ordonna que les morts soient comptés. L'un des combattants a remarqué que les monstres étaient devenus plus forts et agissaient différemment qu'avant. Le chef hocha la tête, admettant que c'était étrange. Il pensait à la fille abandonnée au camp. On ne sait pas dans quelle mesure les flammes étaient efficaces contre ces créatures. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait anxieux. La lame de son épée était encore couverte de sang lorsqu'il ordonna à ses guerriers de retourner au camp. Il ne pouvait pas permettre que Rosetta devienne la victime d'une attaque. Pendant ce temps, la jeune fille courait déjà à travers le fourré dense, l'ourlet de sa robe s'accrochant aux branches. Elle s'enfuit, essoufflée par la peur et la fatigue. Dans son esprit, elle criait désespérément pour être sauvée. Se rappelant comment, petite fille, elle courait dans le palais, contournant astucieusement les gardes et s'enfuyant. De petites mains poussaient avec difficulté sur la lourde porte qui craquait à chaque mouvement. Elle regarda autour d'elle, espérant que personne ne remarquerait sa tentative d'entrer. Lorsque la porte massive a finalement cédé, la fille s'est demandé s'ils pourraient la trouver ici si elle se cachait. Elle pensait que ce serait drôle de voir les nounous commencer à courir partout à sa recherche. En descendant, elle se rappela qu'on lui avait interdit d'une voix sévère de pénétrer dans cette partie du palais. Mais elle n'y voyait rien de mal, car elle allait simplement se cacher. Soudain, un léger bruissement se fit entendre. La fille se figea, son cœur battant fort dans sa poitrine.
Par peur, elle se couvrit la tête avec ses mains, puis demanda timidement qui était là. L'un des guerriers du chef est sorti de derrière les arbres. Son visage exprimait la surprise. Il se couvrit la bouche avec sa main, comme s'il était stupéfait par le fait que Lady Regina marchait ici seule. Ses yeux brillaient d'un feu maléfique. Il a supposé que la fille essayait de s'échapper. Il y avait de la méfiance dans son regard, et ses lèvres se tordirent en un sourire méchant. La fille a été la première à décider de passer à l'attaque. Elle lui demanda avec méfiance pourquoi il n'était pas au front si le camp était attaqué. Le gars a calmement déclaré qu'il n'était pas du tout obligé d'être là. Il a continué à lui demander si elle avait essayé de s'échapper. Mais maintenant, ce n'était plus un jeu. La fille s'est rendue compte qu'il ne croyait pas un seul mot de ce qu'elle disait. Elle a affirmé avoir rencontré des monstres et, en les fuyant, s'être perdue dans la forêt. Mais au fond, elle attendait juste son heure, espérant avoir une chance de se sauver. Il fit un pas en avant en souriant. Il a déclaré avec moquerie que si elle avait décidé de tromper, elle aurait pu trouver quelque chose de plus intelligent. Il y avait un scepticisme évident dans ses propos. Il remarqua que le camp était de l'autre côté et, faisant un autre pas, continua d'avancer. La fille tremblait, mais l'instant d'après, elle rassembla ses forces. Saisissant les bords de sa robe, elle leva la tête et déclara qu'il semblait avoir oublié qui elle était. Sa voix semblait ferme. Elle l'a averti que toucher la femme du chef serait une erreur dangereuse. Elle leva son poing fermé et le regarda avec défi. Le gars était étonné de l'audace de la fille. Elle s'est soudainement souvenue de son statut et a décidé de l'utiliser dans l'argumentation, même si elle n'y avait pas prêté attention auparavant. Il renifla avec dérision, insistant sur le fait qu'elle attendait simplement le bon moment pour s'échapper pendant que tout le monde était occupé à se battre. La fille regarda autour d'elle avec une grande intensité. Consciente qu'elle ne pourrait pas l'aider, elle a décidé de prendre les choses en main. Elle a dit qu'il n'avait pas le droit de décider de son sort, seul Riga lui-même pouvait le faire. L'homme a dit, les dents serrées, qu'il n'avait jamais reconnu Rachid comme un leader. Celui qui devait venger la tribu prit pour femme la fille de leur ennemi. Il s'est moqué d'elle en disant qu'il ne se souciait pas d'elle. Même si elle mourait maintenant, il n'éprouverait pas une once de regret. La fille frissonna. Elle tremblait, sentant que cet homme était plein de haine. Elle lui a demandé ce qui s'était passé pour qu'il soit si cruel envers elle et plein de colère. Le gars lui a rappelé avec un sourire qu'elle avait vu les yeux de Rachid. Il lui a demandé si elle connaissait leur véritable signification et l'a invitée à entendre la vérité. Il a expliqué que c'était une preuve de son origine. Il a attrapé la fille par l'épaule. Elle a crié désespérément et a essayé de se libérer. Mais l'emprise du gars devint plus forte. Il serrait maintenant son poignet. Il a ordonné de l'écouter attentivement et de ne pas tenter de s'échapper. Il a dit que son père avait un jour kidnappé Regina. Elle revint seule et donna naissance à un enfant aux yeux bleus. La jeune fille était choquée, pensant que le leader basque pourrait être le père de Rachid. Mais le gars a prétendu que c'était inconnu. Après tout, si Rachid était son fils, il n'aurait pas épousé sa sœur. Mais il y avait ici une grande incohérence. Il a déclaré que lorsque le chef a tenté de maîtriser la femme par la force, elle a laissé des cicatrices sur son visage en le poignardant avec un poignard. Il ne put accepter cette honte et jeta la femme aux esclaves. Elle a fini par donner naissance à un enfant de l'un d'eux. Riga, leur chef de l'époque, est allé la sauver, mais il est mort. Il est mort comme un chien fidèle et la tribu a perdu son chef. La tribu tomba dans le chaos et fut ensuite détruite par les Basques. Leur peuple est au bord de l'extinction depuis longtemps. Mais celui qui n'aurait pas dû naître devint leur chef. Il est devenu Riga, le protecteur de ceux qui détestaient ses origines. Sa mère est morte et lui a donné le nom de Rachid afin qu'il devienne un leader. Ainsi, le bâtard, fils d'esclave, prit la place de l'héritier légitime. C'était toute la vérité. À cause de cela, ils furent obligés de le reconnaître. Mais pouvaient-ils lui faire confiance pour leur vengeance? Le gars a attrapé la fille par les cheveux, se moquant d'elle. Il a affirmé que Rachid n'était pas meilleur que son père, mais tout aussi faible. Il était sûr que la jeune fille récoltait les péchés de son père. C'est une juste punition pour leur passé tragique. Si elle était restée assise tranquillement, Riga l'aurait protégée jusqu'au bout. Il porta ses cheveux à son visage et inhala l'odeur en souriant. La fille a demandé d'arrêter, mais il a insisté pour qu'elle accepte l'inévitable. Il s'est rapproché, suggérant qu'elle pourrait aimer ça. Elle n'espérait plus que quelqu'un l'entende, mais elle criait. Le gars s'est envolé loin d'elle, se tenant la tête et gémissant. Riga se tenait devant lui. Son regard était glacial, ses poings serrés. Le gars jeta un coup d'œil à la fille, qui était désormais en sécurité. Le gars a demandé pourquoi Riga était si pressé d'arriver au camp. Il a supposé que le chef s'inquiétait pour sa femme.
Sika était content que le chef s'occupe de Regina. Il se doutait depuis longtemps que cela arriverait. L'homme tapota la tête du garçon, lui rappelant qu'il voulait le gronder. Il a répondu que Regina était en sécurité parce qu'il y avait au moins une personne qui se souciait d'elle. Sika marchait à côté de Rachid, racontant comment lui aussi s'était retrouvé dans la tribu. Sans Riga, il n'aurait pas survécu. Il était une fois une guerre entre les Quats et la tribu Khatan. Le seul survivant a été amené à Riga. À cette époque, les hommes croyaient qu'il fallait s'en prendre à lui, car il était issu du sang de leurs ennemis. Mais Riga a remarqué l'esprit combatif dans ses yeux. Il l'a accueilli, décidant qu'il pourrait faire de lui un digne guerrier. C'est ainsi que Sika s'est retrouvé dans la tribu. Il a cherché à gagner la confiance et a fait ses preuves sur le champ de bataille. Il aidait les femmes dans les tâches ménagères et étudiait dur. Il fut bientôt reconnu comme membre du Quat et prêta allégeance à Riga. Après ce massacre, il a repris confiance en lui. Il dit que lui et le chef étaient pareils, et la tribu ne douta pas de lui. Mais avant cela, il a dû beaucoup souffrir. Il n'a pas reçu de reconnaissance immédiate. L'homme a dit que Regina ressemblait à une poupée faite d'or et de sucre. C'était la première fois qu'il voyait une telle beauté. Elle ne montait pas à cheval. Elle ne mangeait pas correctement. Elle se plaignait tout le temps de vouloir rentrer chez elle. L'homme avait le sentiment qu'elle jouait simplement un rôle qu'elle n'était pas à la hauteur. Sika était surpris. Le gars a ri, assurant que Riga était tout simplement tombé amoureux. Sinon, pourquoi l'aurais-tu prise comme épouse? Le chef est resté silencieux. Sika était reconnaissant envers Riga, car sans lui, il n'aurait pas vécu. Il croyait qu'il avait le droit d'intervenir dans ses affaires. L'homme a affirmé qu'il n'avait jamais entendu de telles absurdités. Sika a essayé de prouver que le chef éprouvait des sentiments pour une femme pour la première fois. À ce moment-là, Riga se souvint de la façon dont il avait pris la fille dans ses bras, craignant de la réveiller, et de la façon dont il l'avait recouverte d'une couverture, la façon dont ses doigts étaient enroulés autour de son cou, et sa respiration était si paisible. Elle dormait profondément, comme si elle se sentait vraiment en sécurité. L'homme ressentit alors une tendresse inhabituelle. Il admirait la jeune fille, ne comprenant pas pourquoi elle le fascinait autant. Sika rit en pensant que le chef était tombé amoureux. Après tout, beaucoup de gens pensent que Riga est déjà un vieil homme, mais il n'a tout simplement pas connu l'amour. Soudain, Rachid a demandé où était Krell. Il était surpris de ne pas avoir été vu depuis longtemps. Le gars a noté qu'il disparaissait toujours au bon moment. Sika a plaisanté sombrement en disant que Krell était rancunier quand Regina ne lui avait pas été donnée. L'homme l'arrêta net, et il comprit qu'il valait mieux garder le silence. Il a dit qu'il n'aimait pas Krell. Il est toujours insatisfait, comme s'il devait être lui-même le chef. Rachid a expliqué que s'il n'avait pas été là, Krell serait effectivement devenu le chef de la tribu. Mais il ne comprend pas grand-chose. Mais quelque chose d'autre était désormais plus important. Pourquoi les monstres apparaissaient-ils si près du royaume? Un homme essoufflé à force de courir si vite courait vers eux. Il a crié quelque chose, mais ses mots étaient confus. Il ne pouvait pas dire immédiatement ce qui s'était passé. Finalement, il cria un mot. « Perdu !» Le chef a tout compris. Le garçon tomba alors au sol, épuisé, répétant que Regina avait disparu. Krell se tenait devant Rachid, à genoux. Le chef lui a demandé ce qu'il avait fait. Et Sika courut vers la fille, lui demandant avec attention si elle allait bien. La fille avait l'air effrayée et ne pouvait pas prononcer un mot. Son visage était pâle et ses mains tremblaient. Le gars lui prit la main, se demandant ce qui avait pu l'effrayer autant. Il a commencé à la calmer, lui assurant qu'elle était en sécurité. La jeune fille trouvait étrange que sa situation n'ait pas changé, même si elle était revenue. Maintenant que la peur s'était un peu apaisée, elle ne pouvait retenir ses larmes. Des larmes coulaient sur son visage et elle se mit à sangloter pitoyablement. Sika savait que Krell serait jugé par le leader lui-même. Rachid le regarda froidement, lui demandant ce qu'il faisait ici alors que tout le monde se battait. Krell découvrit les dents en voyant que la fille tremblait, assise par terre. Il a prétendu qu'il avait seulement empêché sa fuite, mais ses paroles n'ont pas inspiré confiance. Rachid a demandé à sa femme si elle avait vraiment essayé de s'échapper. Krell sourit de contentement et hocha la tête, mais le chef n'était pas aussi confiant. Le garçon a insisté sur le fait qu'il l'avait vue s'éloigner du camp. Il a insisté sur le fait que la jeune fille ne fuyait pas des monstres, mais son mari, le traitant de monstre. Le leader est resté froid. Il ne comprenait pas pourquoi Krell était là et ne se battait pas. Cela le troublait encore plus que les paroles de son subordonné. Le garçon jura à voix basse, réalisant qu'il pouvait être exécuté. Mais il ne l'a pas montré. Au contraire, il a mis le leader au défi de lui demander s'il doutait de ses paroles. Rachid n'était pas pressé de tirer des conclusions.
Il a dit qu'il ne jugerait pas sans preuve. Mais Krell a continué son jeu. L'homme a demandé effrontément si cela signifiait que le chef ne doutait pas non plus de sa femme. À cela, Rachid a répondu qu'il n'aurait pas dû commettre ce crime en premier lieu. Krell fut surpris que le chef continue à défendre sa femme, mais Rachid a déclaré que toute son armée l'avait vu menacer la jeune fille. Le peuple a commencé à fredonner en signe de soutien au leader. Krell s'est rendu compte qu'il n'avait nulle part où attendre du soutien. Il s'est retrouvé dans une position perdante. Il saisit la poignée de son épée, demandant sans détour si Riga était prête à protéger la princesse basque même si elle voulait le quitter. Le chef l'a averti de surveiller ses paroles. Il rappela que la jeune fille était désormais sa femme et que personne n'osait le remettre en question. Mais Krell était catégorique. Il regarda le chef droit dans les yeux, insistant sur le fait que le sang ne pouvait pas être caché. Il a pointé du doigt les yeux bleus de Rachid, disant que c'était la preuve de son origine. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui prouvera la vérité? Sika n'en pouvait plus. L'appela fou et dans un accès de rage frappa le sol avec son poing. Le chef a déclaré que Krell devrait répondre de ses propos. Mais il était déjà prêt pour la bataille. Sa main saisit la poignée de l'épée. Rachid a sorti sa lame. Leurs épées scintillaient au clair de lune, brillantes comme de l'acier. Rosetta regarda l'arme avec horreur, ne comprenant pas pourquoi ils se battaient. Sika a expliqué que Krell avait humilié Riga et que cela ne pouvait pas rester sans réponse. Il a déclaré que s'il n'était pas puni maintenant, cela porterait atteinte à l'autorité du leader. Le chef peut perdre la confiance de la tribu. Mais le gaz était inquiet. Il savait que Rachid avait récemment reçu une blessure lors d'une bataille avec des monstres, et cela pouvait affecter sa force. La fille a essayé d'arrêter le combat, mais Sika a dit que c'était inutile maintenant. Krell vit la blessure et était impatient d'en profiter. Il savait que le chef ne pourrait pas s'échapper, et il en a profité. Pendant ce temps, les épées s'étaient déjà rencontrées dans la bataille. Rachid attaqua avec assurance, mais Krell se défendit seulement en serrant les dents. Leurs lames résonnaient, reflétant le clair de lune. Rosetta grimaçait à chaque coup, pressant sa paume contre sa poitrine. Elle avait peur de l'issue de ce combat. La jeune fille se souvenait de la façon dont elle avait l'habitude de regarder des tournois chevaleresques. Là aussi, les épées résonnaient, mais elle n'était pas si effrayée à ce moment-là. Elle se souvenait d'avoir été debout sur le balcon du château pendant qu'un duel se déroulait en contrebas. Le tournoi était particulièrement acharné cette fois-là. Le jeune homme aux cheveux d'or lui a demandé à qui elle offrirait la fleur aujourd'hui. Il attendait sa décision. Devant elle se tenaient deux jeunes hommes, son frère et Isel. Tous deux étaient forts au combat, et maintenant chacun espérait qu'elle le choisirait. Le gars aux cheveux blancs comme neige a pressé la fille avec son choix. Elle se souvint que la dernière fois les fleurs étaient allées à Isel, et maintenant elle décida de les donner à son frère Armand. Isel ne pouvait cacher sa déception et son ami essayait de le consoler. Il insista pour qu'ils fassent à nouveau match nul, et la princesse les regarda avec affection. Isel a insisté sur le fait que la princesse l'aimait plus que tout. Elle a juste ri, mais les garçons ont exigé une réponse en l'entourant. Elle tressaillit sous une telle pression. La princesse aînée s'approcha d'eux, posant sa main sur l'épaule de sa sœur. Elle a demandé aux jeunes hommes de ne pas taquiner la fille, mais ils ont insisté sur le fait qu'ils exprimaient ainsi leur sympathie. La princesse aînée leur a rappelé la réception à venir et leur a dit de se dépêcher. Armand a accepté de partir, mais Isel voulait parler encore un peu à Rosetta. Le frère partit avec sa sœur, demandant aux autres de ne pas s'attarder. Isel a promis à Rosetta qu'il serait bientôt là aussi. La fille s'occupait de lui. Lorsqu'ils étaient seuls, Isel lui a demandé si elle offrirait des fleurs à d'autres hommes quand elle serait grande. Il s'inclina devant elle avec un regard sérieux. Rosetta se demandait pourquoi c'était si important. Le jeune homme a avoué qu'il ne voudrait pas que quiconque, même Armand, reçoive des fleurs de sa part. Il sourit en disant qu'il serait heureux si elle ne soutenait que lui. Son regard était rempli d'espoir. Soudain, Sika cria « Riga !» La fille frissonna revenant à la réalité. L'homme a affirmé que les mouvements de Rachid avaient changé. Il a expliqué que pendant la bataille avec les monstres, du poison s'est infiltré dans sa blessure. La jeune fille avait peur, pensant que son mari pourrait mourir. Sika a assuré que ce poison n'est pas mortel, mais affaibli. Il craignait que Krell n'en profite pour gagner du temps, épuisant ainsi le leader. On remarquait que Riga commençait à perdre son avantage. Après la bataille avec les monstres, il était déjà épuisé, et la blessure rendait difficile la tenue de l'épée. Krell a vu cela et a profité du moment. En faisant un mouvement brusque, il blessa Rachid au côté. Du sang imbibait sa chemise. Rosetta demanda avec horreur quand le combat se terminerait.
Sika a expliqué que le gagnant décide lui-même du sort du perdant. Il confirma ses craintes. La bataille durerait jusqu'à ce que l'un d'eux meure. Mais il n'était pas inquiet, car Riga avait plus d'expérience. La princesse a dit qu'elle ne s'inquiétait pas pour son mari, mais qu'elle avait peur que Krell devienne le chef. Elle croisa les mains en murmurant une prière. Elle savait que si Krell gagnait, elle ne reviendrait jamais chez elle et pourrait connaître un sort terrible ici. Sika a remarqué que le poison avait paralysé le bras de Riga. Il pouvait à peine tenir l'épée, et Krell pointait déjà la lame sur sa gorge. L'ennemi sourit, assurant que Riga était condamné. Il promit de ne pas le tourmenter longtemps et se rapprocha pour lui porter le coup fatal. Il a déclaré que le destin était de son côté depuis le début. S'approchant lentement, il savoura le moment de sa victoire. Rosetta se détourna, ne voulant pas voir le massacre sanglant. Elle se prépara au pire, joignant les mains en signe de désespoir. Mais à ce moment-là, Krell posa maladroitement son pied et tomba. Il se tordait maintenant sur le sol, tenant sa jambe disloquée. Riga, debout au-dessus de lui avec une épée, lui rappela qu'il n'était pas convenable pour lui de parler de méchanceté. Après tout, c'est lui-même qui a choisi ce combat injuste. La pointe de l'épée effleura le cou de Krell. Lui, réalisant qu'il avait perdu, commença immédiatement à implorer la clémence, assurant qu'il ne ferait plus d'erreur. Un autre jour, la princesse était assise à la table à thé. L'homme en face de lui expliqua l'importance des traditions et des coutumes de la société. Il a soutenu que les personnes qui ont grandi avec certaines coutumes ne se rendent pas compte de leur cruauté et peuvent les considérer comme normales. Ces personnes ne sont pas mauvaises parce qu'elles ne pensent pas qu'elles font du mal. Ils ne font que suivre la tradition. Il a ajouté que cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas honte. On leur a simplement appris à vivre de cette façon, et ils sont incapables de voir une autre voie. L'homme leva le doigt, soulignant que la coutume peut être encore plus terrible que les lois cruelles, car elle est difficile à enfreindre. Au clair de lune, Krell a demandé pardon. Riga promit de l'épargner, mais la punition serait sévère et il devrait admettre ses erreurs. Le chef a déclaré qu'il recevrait de l'aide et que ses blessures seraient soignées. Mais il ne doit pas s'attendre à pouvoir à nouveau marcher normalement. Krell, à genoux, s'inclina devant le chef, jurant de ne plus s'opposer à lui. Mais Rachid répondit que son serment ne lui était pas destiné. Une silhouette féminine est apparue derrière le leader. Krell tremblait, réalisant qu'il devait maintenant s'incliner devant Regina. Il rampa vers elle, implorant son pardon. Rosetta regarda avec surprise et peur alors qu'il s'effondrait à ses pieds, laissant une traînée de sang derrière lui. Sika s'est exclamé avec joie qu'il était confiant dans la victoire de Riga. Mais le chef, chancelant, pouvait à peine se tenir debout à cause de la fatigue. Le garçon s'est alarmé et a demandé si le monsieur allait bien. Il savait que le poison pouvait causer de graves dommages à sa santé. Il a déclaré que cela n'était pas acceptable et a suggéré qu'il retourne immédiatement au camp pour soigner les blessures. Le chef a accepté. Rachid se tourna vers sa femme. Elle se tenait seule, effrayée et confuse. Il a ordonné à tout le monde de retourner au camp. Dans l'obscurité du camp, les feux vacillaient et les guerriers fatigués se reposaient après la bataille. Les chevaux paissaient paisiblement sur le côté. L'homme rejeta le rabat de la tente, entra et saisit immédiatement la fille par le coude, la tirant avec force vers lui. Il lui rappela sévèrement qu'il lui avait formellement ordonné de rester dans le camp et de ne pas quitter la tente jusqu'à son retour. Rosetta frissonna de surprise, levant vers lui ses yeux effrayés et pleins de larmes. Elle grimaça lorsqu'il leva brusquement la main et, avant qu'il ne puisse frapper, elle ferma les yeux, se préparant mentalement à la douleur. Mais au lieu d'un coup, elle sentit des bras puissants s'enrouler autour de sa taille. L'homme la serra contre lui et lui dit calmement qu'elle n'avait rien à craindre, car il n'avait même pas eu l'intention de la frapper. La fille leva la tête avec confusion et croisa son regard. Une étrange sensation lui transperça la poitrine. Elle ressentait tellement de douleur et de chagrin que les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Rachid fronça les sourcils et demanda pourquoi elle pleurait. Mais en réponse, j'entendis une voix tremblante. « Vous savez parfaitement pourquoi. Après tout, tout cela est arrivé à cause de toi. » Les mots lui venaient difficilement, mais la colère faisait rage dans sa poitrine. Elle a commencé à frapper furieusement l'homme à la poitrine avec ses poings, déversant sur lui sa colère, son ressentiment et son impuissance. Les coups étaient faibles, ressemblant davantage à des tentatives pathétiques d'exprimer une protestation. L'homme ne l'a pas interrompue et lui a ensuite demandé ce qu'elle allait faire maintenant qu'elle avait exprimé sa colère. Il lui a assuré qu'il tiendrait sa promesse et la ramènerait bientôt chez elle. Mais Rosetta n'y croyait pas. Elle le regarda avec méfiance et posa la question principale. Pourquoi devrait-elle le croire? La fille a continué à le frapper avec ses poings,
Mais bientôt Rachid en eut assez et lui attrapa fermement le poignet, l'arrêtant. Il a dit qu'il comprenait tout, mais lui a demandé d'arrêter d'être hystérique. À ce moment-là, Sika s'est envolée dans la tente, tenant devant lui un plateau avec des bandages et des médicaments. Il était essoufflé et rapporta gaiement qu'il avait apporté tout le nécessaire pour soigner les blessures. Mais voyant la scène devant lui, le gars s'est soudainement tu, l'interprétant mal. Il se figea, les yeux écarquillés, puis posa rapidement le plateau et dit avec un sourire forcé que les adultes s'en occuperaient eux-mêmes. Dès que Sika disparut, Rachid lâcha lentement la main de la fille. Elle sanglotait toujours, essuyait ses larmes à la hâte et se détournait comme si elle avait peur de le regarder à nouveau en face. L'homme a dit qu'il expliquerait tout. Il l'a pris comme épouse uniquement pour perturber le mariage de sa tribu avec Croix. Une fois le mariage rompu, il a décidé qu'il pourrait la récupérer. La jeune fille a continué à essuyer ses larmes et a dit d'une voix brisée qu'il aurait pu simplement faire pression sur son père. Après tout, si son but était seulement de perturber le mariage, alors pourquoi la kidnapper? L'homme soupira lourdement et expliqua que s'il avait suivi cette voie, des forces extérieures seraient intervenues. La confrontation deviendrait alors encore plus dangereuse. Rosetta fronça les sourcils et demanda s'il parlait du royaume de Fox. Rachid hocha la tête. Il a expliqué que Lisa utilise les Basques pour ses propres intérêts, les faisant avancer, tandis qu'eux-mêmes restent dans l'ombre. Il a ensuite ajouté qu'il y a près de 20 ans, un certain traité a été conclu entre le royaume du renard et sa tribu. Tout le monde ne le savait pas, mais il insistait sur le fait que tout avait été décidé différemment à l'époque. Les représentants de la tribu Quahat se rendirent alors auprès du roi avec une demande, espérant son soutien. Le jeune diplomate s'agenouilla devant le souverain et lui expliqua la situation. Cependant, le roi n'intervint pas à ce moment-là. Il a répondu qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir dans les affaires concernant les mariages. Cette histoire rappela à la jeune fille ce que sa mère lui avait dit. Le roi rit alors et dit que le royaume du renard respectait les traditions étrangères, même si elles lui semblaient étranges. La fille s'est rendue compte que cela s'était passé devant son grand-père. Elle ne se souvenait pas très bien de lui, car elle était une petite fille à l'époque. La seule chose qui reste dans ma mémoire est qu'il était une personne sévère et redoutable. Mais maintenant elle réalisa que ce n'était qu'une excuse. Le royaume utilisait sa tribu pour ses propres intérêts, tandis qu'eux-mêmes ne faisaient qu'observer depuis la ligne de touche. La jeune fille demanda ce que faisait alors le royaume, puisque tout était comme ça. Mais l'homme n'a pas voulu approfondir ce sujet, expliquant que cela n'avait rien à voir avec elle. Elle a insisté, assurant qu'elle était exactement dans la même situation. À ce moment-là, Rachid s'est tendu et la fille a réalisé que si elle continuait à poser des questions, il pourrait soupçonner quelque chose. L'homme a expliqué qu'il l'avait prise comme épouse non pas pour le mariage, mais pour la protéger. Si elle avait été considérée comme une simple captive, ils auraient pu la traiter beaucoup plus cruellement. Il a dit que leur tribu rend toujours la pareille. Il espérait que la tribu Crua trouverait une autre fille à épouser dans un mois, puis il la rendrait à son père. La fille y a réfléchi. Si elle revient au royaume dans un mois, elle devra faire comme si de rien n'était. C'est la seule façon pour elle de vivre en paix. Rachid a enlevé sa chemise. La fille ne comprenait pas pourquoi il faisait ça, mais la panique s'est alors installée dans sa tête. Elle se leva brusquement et demanda une explication. Elle saisit frénétiquement l'ourlet de sa robe, lui criant de ne pas monter. Sa voix tremblait et son cœur battait à tout rompre. Elle était préparée au pire. Cependant, lorsqu'elle osa ouvrir les yeux, elle comprit que l'homme allait simplement soigner ses blessures. Elle se sentait complètement idiote. L'homme était assis, fatigué, sur une chaise, penché en avant. Il y avait un bandage dans sa main. Il respirait lourdement. Il était évident que ses forces le quittaient après une longue journée. Il y avait une blessure profonde sur son côté, reçue lors de la bataille avec Krell. Un peu plus haut, il y en a un autre, laissé par le monstre lors du dernier combat. Rosetta était surprise de voir comment il pouvait agir comme si de rien n'était. Maintenant, elle avait honte d'avoir crié après lui et de l'avoir frappé à coups de poing. Il commença à se bander, mais la fille l'arrêta, presque en criant. L'homme se figea, se demandant pourquoi elle était si inquiète. La jeune fille a insisté sur le fait que les blessures devaient être traitées correctement. Sinon, elle risquait de s'envenimer. Elle ne l'a pas laissé l'ignorer, insistant sur le fait qu'elle le ferait elle-même. La jeune fille a continué à insister sur le fait qu'elle devait l'aider à faire le bandage, car il avait beaucoup souffert à cause d'elle. Percevant ce qui était arrivé comme une sorte de devoir, elle croyait que c'était la seule façon d'exprimer sa gratitude pour l'avoir sauvée. Rachid se détourna,
comme s'il ne voulait pas continuer la conversation. Rosetta fronça les sourcils, confuse, essayant de comprendre exactement ce qu'elle avait dit de mal. Il lui assura d'un air maussade qu'il n'avait pas besoin de gratitude. Selon lui, il ne faisait que défendre son honneur puisque Krell avait osé l'insulter. La fille le regarda attentivement, puis soupira et secoua la tête. Elle comprenait parfaitement ses arguments, mais restait en même temps convaincue qu'elle était toujours responsable de ce qui s'était passé. Elle a donc réitéré sa demande, voulant aider. Elle n'aurait jamais pensé que les connaissances acquises durant son enfance lors des examens effectués par les médecins royaux pourraient lui être utiles. Cependant, Frère Allen lui avait autrefois montré les bases du pansement des blessures, et maintenant, se souvenant de ses leçons, elle essayait de tout faire correctement. La fille a pris un coton-tige avec une pince à épiler, l'a soigneusement humidifié avec la solution et a commencé à traiter soigneusement les plaies. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle remarqua à quel point le corps de l'homme était couvert de cicatrices. La dernière fois, elle ne pouvait pas les voir à cause de l'obscurité. Mais maintenant, chaque trace de blessure passée semblait raconter sa propre histoire. Rachid se leva avec un lourd soupir, et la fille s'agita à proximité, se sentant mal à l'aise. Elle ne savait pas si elle devait poursuivre la conversation, mais elle décida de demander ce qui l'inquiétait le plus. Sa voix tremblait lorsqu'elle demandait ce qui allait lui arriver maintenant. Le chef a répondu qu'il lui avait déjà expliqué sa position, mais la jeune fille voulait dire quelque chose de complètement différent. Elle n'avait pas peur pour son présent, mais pour son avenir. Après tout, maintenant que tout le monde savait qu'elle était en captivité, sa réputation pourrait être détruite. Elle deviendra une fille qui a été kidnappée puis abandonnée. Rosetta appliqua soigneusement les bandages sur son corps, lui demandant de ne pas bouger pour que le bandage ne glisse pas. Rachid joignit les doigts, ébouriffa ses cheveux et fronça les sourcils. Il ne comprenait pas de quoi elle parlait. Mais quand il entendit la question sur sa vie future, il dut réfléchir. Elle a expliqué qu'après son retour, il commencerait à discuter d'elle. Toute la noblesse royale murmurera dans son dos, suggérant les choses les plus ridicules. L'homme lui a assuré qu'il dirait à tout le monde que rien ne s'était passé entre eux qui pourrait ruiner sa réputation. La jeune fille lui demanda à nouveau s'il dirait vraiment qu'elle restait innocente. Il a répondu calmement par l'affirmative. Cependant, elle doutait que tout soit aussi simple. Selon elle, personne ne croira ses paroles. Mais Rachid a déclaré avec assurance que les gens préféreraient croire l'agresseur plutôt que la victime. Cet argument lui semblait étrange. Elle a toujours pensé que tout devait être l'inverse. Pendant ce temps, ses mains continuaient automatiquement à panser ses blessures. L'homme se rappela soudain que sa mère avait également essayé de prouver son innocence. Elle a juré qu'elle était enceinte de lui avant même l'enlèvement, mais personne ne la croyait. Les gens étaient plus susceptibles d'accepter la version de son père, qui était convaincu que la femme avait conçu un enfant d'un esclave et non d'un noble guerrier. Il a expliqué qu'à l'époque, personne n'allait écouter une femme impuissante. Il y eut une pause remplie de silence. Rosetta ne savait pas quoi dire. Il lui était difficile de comprendre pourquoi sa mère n'avait pas d'autre choix que de mourir. Elle se souvient des paroles de Krell, qui avait qualifié la mère de Riga de malhonnête. Mais en fait, avec sa mort, elle a prouvé que son fils était l'héritier du vrai sang de Quahat. C'était un destin incroyablement cruel. Pourquoi la reconnaissance était-elle plus importante pour elle que le simple fait d'être avec son fils? Rachid a continué à dire que son père a donné sa vie pour sauver sa bien-aimée, mais qu'à la fin, il n'a pu protéger personne. La fille finit de penser, réfléchissant silencieusement à ses paroles. À chaque minute qui passait, elle ressentait un désir plus fort de se venger de la tribu basque. Elle se demandait « Pourquoi ne se venge-t-il pas d'elle ?» Riga a répondu qu'il ne la considérait pas comme coupable. Cependant, la plupart de son peuple pensait différemment. À leurs yeux, elle était le symbole de l'ennemi, et il était donc naturel qu'ils veuillent déverser toute leur colère sur elle. Mais il a préféré prendre un autre chemin. Il s'est vengé de celui qui était vraiment coupable, et il jura que la gorge de son père serait entre ses mains. Il serra les poings et la fille, en réponse, continua simplement son travail en silence. Le chef la regarda attentivement, mais se détourna brusquement. Il comprit que cette fragile poupée d'or et de sucre ne comprendrait jamais sa douleur. Après avoir terminé le bandage, Rosetta se félicita mentalement. Elle a essayé de tout faire avec soin pour que les bandages ne tombent pas. L'homme lui a demandé de ne pas faire d'évasion comme aujourd'hui. Après tout, la prochaine fois, il ne pourra peut-être pas la sauver. Elle sourit amèrement et dit qu'elle comprenait. Après tout, elle n'est qu'une fausse épouse et ne mérite donc pas d'être sauvée. Rachid rigola en réponse, mais sa voix était froide.
Il a assuré que même si elle avait été sa véritable épouse, il ne serait pas venu à son secours. La fille ne comprenait pas pourquoi il disait ça. S'il regrettait vraiment le sort de ses parents, n'aurait-il pas dû penser différemment? Après tout, sa vie, son statut et sa place dans la tribu étaient déterminés précisément par le fait qu'il était capable de survivre et de prouver sa force. Elle s'arrêta et admit qu'elle n'aurait peut-être pas dû exprimer ses pensées à voix haute. C'était peut-être trop audacieux de sa part. Elle regarda Rachid. Il semblait surpris par sa capacité à voir la situation plus largement que beaucoup de gens autour d'elle. Elle le regarda dans les yeux et réalisa soudain à quel point ils étaient beaux. Ils lui rappelaient des pierres précieuses. Mais ensuite, elle s'est rendue compte qu'elle l'avait dit à voix haute. Ses joues s'empourprèrent d'embarras, et, plongeant brusquement sous les couvertures, elle annonça qu'elle était déjà allée se coucher. La nuit est tombée sur le camp. La seule lumière qui restait dans la tente provenait d'une faible bougie allumée à côté d'une bassine remplie de bandages ensanglantés.